Bonsoir et bonjour à tout le monde. Nous sommes à Angoulême, au lieu de la bande dessinée et du film d'animation. Et l'agence ALCA, donc qui est l'agence du Conseil régional qui travaille avec le champ professionnel du cinéma, de l'audiovisuel et du livre, a décidé d'organiser une séquence sur le film d'animation, en invitant des professionnels qui vont pouvoir témoigner un peu de leur mission et de leur projet professionnel. Et nous, ALCA, notre travail régulier, c'est avant tout de mettre en place des dispositifs d'accompagnement du champ professionnel, des filières économiques. C'est notre travail. Et on a choisi d'avoir quelques exceptions, d'avoir quelques séquences ouvertes au public, qu'on appelle les rendez-vous d'ALCA. Et l'idée, c'est d'une part de se promener sur notre territoire, qui est relativement vaste, et d'essayer de couvrir un peu les différents champs que nous croisons, nous, sur le terrain professionnel, et s'efforcer de vulgariser un peu ces métiers qui sont identifiés mais peu connus. Et c'est ce qu'on apprécie, parce qu'au quotidien, on travaille avec eux, mais notre environnement a du mal à saisir véritablement quelles en sont ses fonctions. Voilà. Donc c'est l'opportunité ce soir de poser des questions, d'écouter des témoignages. Et pour ça, je passe le micro à Patrick qui va ouvrir cette séquence. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci à vous d'être avec moi à cette table. Donc, Laurent Sarfati au centre. Bonjour. Auteur. Arthur Delabbaye, juste à côté de moi, directeur d'écriture chez Bobby Pills. Charlotte de la Gournerie, productrice et cofondatrice de Sun Creature Studio. Bonsoir. À l'extrémité, et en duplex, Laure Lioz, la directrice de Ciné Plus Famille, que nous retrouverons tout à l'heure, mais qui va suivre nos échanges. Pour démarrer, je voudrais partager certains chiffres qui situent le cinéma d'animation, un peu moins le cinéma d'animation pour ados-adultes, parce qu'on manque beaucoup de données, étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de films, en fin de compte, par rapport à la masse de ce que sont les sorties cinéma en France, il y a assez peu de matière. Pour autant, sur les chiffres de l'animation 2020, et là je reprends les statistiques, les données du CNC, il y a une première chose que je voudrais souligner, c'est la différence sur le financement des films d'animation en comparaison avec les films de prise de vue réelle. L'apport de la télévision pour les films en prise de vue réelle est de l'ordre de 31% et l'apport producteur de 16,5%. Et en animation, on a un apport télé de 13,9%, 14% au lieu de 31%, et une part producteur de 26%. Ça souligne quoi ? Ça souligne sans doute le manque d'engagement en matière de long métrage des télévisions sur ce genre-là, et aussi la prise de risque des producteurs. Dans un moment où, et on va en reparler j'imagine, la situation du cinéma dans les salles est tout de même un peu délicate. Sur les entrées, un autre élément que je voudrais souligner, une comparaison entre 2016 et 2019, on a le même niveau de recettes, à savoir 35 millions d'euros de recettes en 2016 et en 2019. Sauf qu'en 2016, il y avait 30 films, et en 2019, 52. Ça veut dire que le même gâteau est partagé entre plus de films, et que fatalement, et on le constate quand on regarde le box-office, les entrées par film sont minorées par rapport à cette période-là. Le coût moyen et médian, il se trouve que c'est le même en 2020 d'un long métrage d'animation, est de 6 millions d'euros, tendanciellement à la baisse depuis quelques années. Le nombre de films agréés en 2020 est de 12, ce qui est une année avec un fort nombre de films agréés. C'est une moyenne de 8,4 films en moyenne sur 10 ans. Donc on voit que 2020, année si particulière, ça n'a pas empêché que les films soient agréés par le CNC. Et sur une échelle qui est l'échelle européenne, en 2020 toujours, 55 films d'animation, donc là je parle de long métrage, et 830 heures d'animation TV sur l'année, ce qui fait de l'Europe une place forte de l'animation, mais on le sait. Je voudrais ensuite, voilà, ça s'est déjà affiché, c'est merveilleux, vous partager avec vous ces slides et remercier, avant de commencer, Sylvain Bettenot de Vertigo Entertainment Marketing Research qui nous a fourni ces données. Alors cette première slide, il n'y a pas énormément d'enseignements. En fin de compte, l'animation est assez semblable au cinéma de prise de vue réelle, sauf sur deux aspects, les mangas.
Alors, on ne parlera pas de manga ce soir parce que c'est pas dans ce sens-là que vous travaillez, mais quand on parle de cinéma ado-adulte, c'est une part importante des recettes sur ce genre cinématographique. Et puis, un élément qui m'a un peu surpris, c'est que c'est plutôt un public masculin. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Mais voilà, c'est ce qui apparaît dans ces slides. Sur la slide suivante, donc là, on a la structure des entrées de films d'animation par âge. Bon, sans surprise, l'importance du jeune public dans les entrées salles pour l'animation, hein, c'est pas un scoop. Le grand public et l'animation indépendante, en termes de typologie de public, se situent à peu près à la même échelle. Et on a les mangas qui se situent un peu entre la fiction, entre l'image réelle et l'animation. Voilà, on va passer à la slide suivante, qui est sur les structures d'entrée des films d'animation par habitude de fréquentation. Ce qui est assez intéressant là, c'est de voir qu'on a plus de public occasionnel, c'est ainsi que Vertigo les qualifie pour l'animation. Est-ce que ça voudrait dire que la base de public est plus fragile que pour la vue réelle? Je ne sais pas. Sauf, quand même, pour l'animation indépendante et pour les mangas, où on a une structure publique plus solide. Sur la slide suivante, j'espère que vous voyez bien, oui, sur le grand écran, je crois que c'est bon. Je m'arrêterai notamment aux 3 dernières colonnes, qui sont 3 films ado-adultes. On a une majorité de 50 ans et plus sur ces publics-là. Et on a La Tortue Rouge, Christophe est dans la salle, tu dois connaître ces chiffres-là, où on a vraiment l'image d'un film tout public, qui a su rassembler à la fois le jeune public et un public plus âgé. Les dernières slides, on va les passer assez vite, mais ça permet de positionner un certain nombre de films sur 2 échelles, l'échelle homme-femme et l'échelle des âges. Ça va venir, j'en suis certain. Voilà. Donc on commence là par exemple avec en bas Ballerina, hein, dont on voit qu'elle se situe sur un public de jeunes filles. C'est pas très étonnant, étant donné le thème. On va aller assez vite parce que je trouve pas que c'est intéressant, mais ça apporte pas énormément au débat de ce soir. Sur la slide suivante, on va voir notamment le positionnement de L'île aux chiens, là, donc à la droite de l'écran, hein, qui est un film. On peut penser qu'il est plus ado-adulte, mais qui quand même touche des publics assez larges, plus que ce que je ne l'avais imaginé. Et sur la slide suivante, on va voir notamment 2 films japonais, Les Enfants de la pluie et Your Name de Makoto Shinkai, qui sont tous les 2 à droite de l'écran, là aussi avec des positionnements, notamment pour Your Name, assez singuliers. La slide suivante, ça nous permet de voir comment se situent Crowman et Shaun the Sheep, Shaun le mouton, sur ce diagramme. Et enfin, on va finir, et on va retrouver La Tortue Rouge, Christophe, ainsi que Courgette et Les Hirondelles de Kaboul, avec une majorité de moins de 15 ans, ce qui, là aussi, m'a un petit peu étonné pour ce film qui a une ambition aussi, je dirais, d'image du monde. On ne peut pas parler de documentaire animé, là, je ne crois pas, mais en tout cas qui traite de questions qui sont des questions, malheureusement, concernant l'Afghanistan, encore d'actualité. Voilà pour ces quelques éléments de présentation, et on va commencer notre conversation avec toi, Laurent. Merci d'abord d'avoir fait le voyage et d'être parmi nous. Tu es auteur de très nombreux scénarios, ça te vieillit peut-être un petit peu de dire ça, mais ouais. Pour le cinéma et la télévision. Tu as notamment beaucoup écrit pour le live. Oui. Avant l'animation d'ailleurs, je crois. Hein. Un long métrage, des séries TV policières, La Minute Blonde sur Canal. Je pense qu'il y a des gens qui se souviennent de ces moments savoureux. Quand nous nous sommes parlé avant cette conférence, tu disais que plus que des différences formelles, ce sont les contraintes qui te semblent différentes entre le live et l'animation. Tu peux développer un peu et nous faire part de ton expérience ? Oui, bonjour tout le monde, et ça fait plaisir de voir des gens en vrai, même si vous êtes masqués. Moi j'ai toujours abordé l'écriture pour l'animation à très peu de choses près comme de l'écriture live, mais ça tient aussi au genre que je traite. Moi j'écris plutôt pour les adultes,
Et du coup, c'est sûrement moins visuel que des cartoons pour les enfants où le principal c'est ce qui va bouger dans l'écran. Donc nous, on a des intrigues et des personnages qui parlent. Mais il y a quelque chose, quand on apprend l'écriture pour l'animation, on découvre que ce qui est cher en live, et c'est pour ça que je suis allé à l'animation, parce que moi j'adore la science-fiction, le fantastique. Et bon, en France, quand on veut faire des histoires avec des invasions d'extraterrestres, on est un peu limité en live. Et en fait, ça coûte à peu près la même chose qu'une partie de ping-pong à l'écran, un vaisseau spatial en animation. Et ça, c'est vraiment super. Mais ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement chères et qui sont pas chères en live. Par exemple, quand il y a beaucoup de choses qui bougent à l'écran. Donc si vous filmez des feuilles d'automne qui tombent, ça coûte rien. Il suffit d'avoir une caméra et des arbres. Et par contre, en animation, il va falloir animer feuille par feuille. Et donc, une bonne partie du jeu dans cette écriture, c'est de jouer avec ces contraintes. Il y a, par exemple, et pour ça, je trouve que c'est hyper intéressant d'écrire toujours avec un réalisateur. Je pense que c'est aussi intéressant en live, mais particulièrement en animation, parce qu'un réalisateur, il sera à côté de vous pour vous dire... justement, par exemple, j'ai un bon exemple sous les yeux. Ce serait pas cher de vous mettre dans un dessin animé parce que vous êtes tous masqués. Et du coup, il y a une grosse économie de design. Il suffit de faire un copier-coller, changer la couleur du masque. Ça, j'y aurais pas pensé tout seul. Et c'est parce qu'il y a un réalisateur à côté de moi qui me dit « Ok, je sais, les ennemis seront masqués. » Et c'est ce qu'on a fait dans Last Man. À un moment, on se rendait compte qu'on avait beaucoup d'adversaires à notre héros et on s'est dit ok, ils vont porter un masque, comme ça ce sera le même et on le copie-collera. Ce que tu dis là, c'est que ces contraintes, elles sont donc à la base même du travail d'écriture. C'est-à-dire que fait partie du cahier des charges quelque part. C'est ça, c'est comme la versification. En fait, c'est des contraintes qui en même temps amènent des idées. Finalement, c'est pas mal dans la semaine que les ennemis soient masqués. Sur le travail avec le réalisateur, ça c'est intéressant. C'est quoi? Tu parlais de ping-pong, on va reprendre l'image. Vous travaillez, vous envoyez des choses, vous êtes ensemble. Comment vous travaillez? Alors moi, mon grand plaisir, c'est la coécriture. Je trouve que écrire tout seul, c'est vraiment comme essayer de faire des chatouilles tout seul. Ça marche pas hyper bien. Donc de toute façon, j'écris pas systématiquement avec le réalisateur, mais dès que possible. Mais ce qu'apporte le réalisateur, c'est une imagination qui est beaucoup plus visuelle de toute façon. Et un scénariste aura toujours tendance à être plus littéraire. Et donc c'est plus qu'un ping-pong, c'est vraiment une complémentarité, une manière, un mindset, un état d'esprit qui est différent et ça s'emboîte vraiment bien. Ouais. Tu parlais de visuel, est-ce que vous intégrez rapidement le dessin ou vous êtes d'abord dans une phase d'écriture et puis le dessin arrive plus tard? Alors, ça dépend des réalisateurs, mais dans la grande majorité, ils préfèrent porter la casquette d'auteur dans un premier temps, et puis après changer de casquette et porter celle de réalisateur, qui va être très 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 en colère contre le scénariste. Après, il y a quelques réalisateurs qui ont vraiment besoin de fixer les idées avec du dessin. Moi, je trouve ça hyper agréable. Mais généralement, ce travail va être foutu à la poubelle parce que l'écriture, c'est quelque chose de très, très mou, très organique, de très chaotique, de très sale. Et donc, ça bouge tellement vite que les dessins vont être très vite obsolètes. Dernière question avant qu'on passe à une autre étape de cet entretien. Est-ce qu'il y a des itérations après quand le graphisme va voir le jour? Est-ce que toi tu continues d'intervenir en tant que scénariste ou ça s'arrête à un moment, j'imagine, parce que sinon ça peut être sans fin? Alors c'est aussi un des grands intérêts de travailler avec le réalisateur, c'est qu'on a l'assurance que le réalisateur, quand il va changer de casquette, va comprendre le scénario et va pas... Enfin, ça m'est jamais arrivé d'avoir une mauvaise surprise. Donc,
mon intervention va être moins vitale sur la suite une fois que j'ai rendu mon scénario, qu'il a été validé 50 000 fois, on arrive à un scénario def. Et à partir du moment où le réalisateur a participé à 50% à l'écriture, il sera capable de faire toutes ces modifications qui sont obligatoires quand on passe à la réalisation. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus intervenir. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on m'appelle pour avoir un regard extérieur. Et à différentes étapes de la progression du travail. Oui, parce que on parlait de Jérémy Perrin, avec qui je travaille beaucoup, qui a le nez dans le guidon en ce moment, puisqu'il travaille sur Mars Express, et que c'est comme s'il était en train de manger un mammouth avec un couteau et une fourchette. Donc il a beaucoup dans son assiette. Et ben de temps en temps, comme il a vraiment le nez dedans, il m'appelle, il me montre des trucs, il me dit qu'est-ce que t'en penses ? Je sais plus. Et voilà, là on peut avoir un petit bout de dialogue, une voix off, du son en arrière avec une voix télé, on adapte à l'image, etc. Mais voilà, si je travaillais pas avec le réalisateur, je serais obligé d'être quasiment présent au studio, ce qui à mon avis serait très compliqué. Jérémy Perrin, tu viens de le citer, je crois que ça fait à peu près 20 ans que vous êtes rencontrés, dans des circonstances assez extraordinaires, si je me souviens bien. Oui, c'est un ami qui c'était la crémation d'un copain. C'était assez extraordinaire. Ce que je comprends, c'est que Jérémy, ça a été l'incarnation de la possibilité de faire ce que tu as dit tout à l'heure, de la science-fiction, des films fantastiques. Dans cette rencontre, c'est cette possibilité qui s'est ouverte. Oui, alors moi je venais du live et j'étais très déçu par plusieurs choses dans le live, entre autres par les acteurs français. Et généralement quand je dis ça, les gens sont outrés. Je trouve qu'on a de mauvais acteurs en France. Et surtout, ils sont payés excessivement cher pour leurs prestations et leur manque de professionnalisme. Pour une petite parenthèse, voilà, ce qui n'arriverait jamais aux États-Unis, c'est un acteur qui a été payé excessivement cher et qui arrive sur le tournage et qui n'a pas lu le scénario. Et ça tourne. Donc on n'a pas ça en animation parce qu'heureusement on a des doubleurs qui sont des gens vraiment géniaux, eux. L'autre truc, c'est que effectivement faire des histoires avec des démons, des fusillades, des robots, oui, en live c'est très très compliqué. Et quand j'ai rencontré Jérémy, qui avait envie de faire ce genre de film, je me suis dit ok, banco, c'est là qu'on va s'amuser. Ouais. Et Jérémy, de son côté, lui, il avait envie d'apprendre à écrire. Donc voilà, c'était fait, on ne s'est plus quitté. Et ça a donné Last Man. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors fais-moi le Alors, préambule, s'il te plaît. On a fait plein de bêtises ensemble. On a été très connus parce qu'on a fait des clips. Entre autres, il y en a un qui s'appelle Fantasy, qui a fait 70 millions de vues, un truc comme ça. Et il y a le Mondo, qui est une sorte de producteur de dessins animés sur YouTube, qui nous avait commandé des dessins animés avec une sorte de carte blanche, qu'il a beaucoup regretté. On s'est fait virer. Et en fait, quand Didier Crest, le producteur d'Everybody on Deck, a acheté les droits de Paulina à Bastien Vives, Bastien Vives a passé à Didier les BD qu'il faisait, et Didier Crest, qui connaissait rien en animation, s'est dit Last Man, on pourrait faire un dessin animé. Et il savait pas que l'animation ado-adulte en France, ça n'existe pas et qu'on ne peut pas en faire. Donc il a mis plein d'argent. C'était déjà à la conclusion de la conférence. Ça va trop vite. Et il nous a payé pour faire quelque chose dont on était absolument persuadé que ça n'existerait jamais. Ce que je te propose, c'est que nous regardions petite bande-annonce de Last Man. Comme ça permettra à tout le monde de se remémorer cette très très belle série, qui est toujours en cours d'ailleurs, mais on en parlera après. On peut l'avoir sur Slash. Tous mes problèmes sont envolés, au loin les gens sourient. Les oiseaux quand ils volent emportent mon passé à tire-d'aile. C'est ainsi que
Bravo. Alors ça a été un véritable événement, cette série. On en a beaucoup parlé. Il a fallu sans doute longuement discuter avec France Télévisions. C'est pas ton domaine, la production, mais tout le monde sait que ça a été difficile et que sans Pierre Siracusa, sans doute cette série n'aurait pas vu le jour dans ces conditions-là. C'est pour ça que tu disais que c'est impossible de faire de l'animation pour adultes, pas tout à fait, puisque vous l'avez fait, mais c'est compliqué. Mais on a eu un bol de malade en fait. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où on a proposé le projet, Pierre Siracusa et Joseph Jacquet chez France Télévisions ouvraient exceptionnellement une fenêtre pour de la diffusion adulte et ils ont fait un appel à projet. Mais vraiment, ça a été complètement synchrone. C'est une chance de malade. Et donc voilà, on a été pris, on est passé par cette fenêtre qui s'est refermée quasiment au moment où on se diffusait, quoi. Est-ce que la chaîne est beaucoup intervenue sur l'écriture Alors, normalement, quand une chaîne intervient pour un scénariste, c'est une catastrophe. Parce que c'est très difficile de comprendre généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé quelque chose. C'est très difficile de comprendre ce qu'ils n'ont pas aimé parce qu'ils n'ont pas le dialogue, ils n'ont pas les mots pour s'exprimer. C'est pas leur métier, généralement. Pierre et Joseph, c'est incroyable. J'ai jamais connu ça. Généralement, quand on avait des retours, c'est qu'ils n'avaient pas aimé quelque chose. Et ils avaient raison. Et ils proposaient une solution qui était généralement bonne. Mais je ne connais qu'eux avec qui ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'est pas aussi l'apanage du film ado adulte, c'est-à-dire qu'il y a moins de contraintes de public, il y a moins de prérequis sur ce que le public, ce qu'on peut lui transmettre, ce qu'il va aimer, pas aimer? En tout cas, c'est dans cette idée d'esprit qu'on a travaillé. Et en l'occurrence, c'était, je crois qu'ils faisaient ce métier depuis très longtemps et que là, c'était leur rêve depuis le début, c'était de pouvoir produire ce genre de contenu. Et donc, ils étaient encore plus emballés que nous sur ce projet. Et on était très emballés. Ensuite, Mars Express, on va là aussi regarder quelques minutes, quelques secondes de ce film qui est en cours de production et on en parlera juste après. Tout va bien. Rattrape-la. Fermez, fermez! C'est rien de dire que ce film est très attendu. Donc tu as travaillé sur ce registre du cinéma d'animation ado et adulte pour la télévision et pour le cinéma. Pour un auteur comme toi, c'est quoi la différence? Bon, évidemment, il y a la nature du récit qui est plus long, les rythmes qui ne sont pas les mêmes. Comment vous avez appréhendé ça avec Jérémy? Pour le cinéma, en fait, on est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup mieux payé, on a plus de temps. Non, mais ça change tout. Parce que si on est mieux payé, on a plus de temps. Et l'écriture, c'est que ça. C'est du temps et puis après, c'est juste du papier et puis du jus de cerveau. L'autre truc, c'était vraiment une volonté de Jérémy. S'il a fait ce métier, c'était pas du tout pour faire de la télé, il voulait faire des films. Et c'est un fan il est extrêmement cinéphile. Et je pense que le plus dur, c'est qu'on s'est mis la barre très 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 haut et que voilà, il fallait pas sauter sous la barre. Ce qu'on vient de voir, c'est le pilote, je crois. En fait, c'est un petit extrait du film. Et c'est marrant parce que ce que je vois est déjà très daté. Je crois que ça a beaucoup évolué depuis. Mais de toute façon, de voir toutes ces images, on peut pas s'empêcher de voir une sorte de slideshow de tout le boulot, de toutes les étapes du boulot. Enfin, je crois qu'il y a pas mal de professionnels dans la salle et du coup, ils imaginent. Mais quand le spectateur regarde ça, j'espère que c'est un plaisir et une détente. Et moi, quand je vois ça, je vois les milliers d'heures de boulot.
À ton sens, pourquoi il y a si peu de films de science-fiction qui sont proposés sur le marché? Alors, il y a des films à gros budget, mais ça tient à quoi, ça? Alors, c'est mon avis, hein, mais je crois que la science-fiction a été complètement phagocytée par deux très gros phénomènes. D'un côté, les super-héros, puisqu'on classe ça dans la science-fiction. Alors, moi, je vois pas le rapport avec la science-fiction, c'est des histoires magiques, en fait. Et par les films de type Star Wars, qui utilisent la science, encore une fois, comme une sorte de baguette magique pour dire, ta gueule, c'est scientifique. Et il y a rien de scientifique dans les films comme Star Wars. C'est voilà, ils disent que la force c'est des bactéries. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la proposition en science-fiction n'a plus grand-chose à voir avec la science. Il y a quelque chose qui a été complètement perverti. J'imagine, parce qu'on associe systématiquement la science-fiction à un spectacle, quelque chose de très spectaculaire, et aussi quelque chose de très grand public, bizarrement, alors que, à la base, c'est pas très grand public, la science-fiction. C'est fait pour les geeks. Alors maintenant, on est de plus en plus nombreux, mais... et après la diffusion du film, ce sera encore bien mieux. Quel regard tu portes, toi, en tant que spectateur, je dirais, sur les longs métrages européens pour ados adultes? T'es consommateur, t'es spectateur, En dessin animé? Ouais, en film d'animation, pour être plus large. Non, en vrai, je suis pas hyper consommateur. Moi, je suis assez critique sur ce qui se fait particulièrement en long métrage, en animation, et je trouve qu'on tombe toujours dans deux travers. Soit on fait du poétique, soit on fait du politique. Et je trouve que c'est très dommage qu'on ne s'intéresse pas aux films de genre en animation. Et je me suis très longtemps posé la question, pourquoi est-ce que on va toujours dans ces deux travers? Et enfin, en tout cas, on va toujours dans ces deux genres. Et il y a très peu de temps, j'ai participé pour la première fois à une commission, et donc j'ai dû lire les dizaines et les dizaines de projets qui arrivent aux commissions. Et il y avait plein de projets qui étaient des projets de genre, et ils étaient très mauvais. Et les meilleurs projets étaient soit politiques, soit poétiques. Donc j'ai bien peur que ce soit la meilleure part de notre création. C'est pas une fatalité tout de même que les films de genre soient mauvais, ou c'est parce qu'on en produit peu et que donc... C'est ça, ils sont trop rares, ils sont beaucoup trop rares. Mais en fait, je pense que le problème vient des auteurs. C'est que leur proposition est presque, en très grande majorité, poétique ou politique. Pour terminer, Laurent, lorsque nous nous sommes parlé, il y avait une espèce de manifeste que tu portais là, sur les talents en France et en même temps le fait qu'on soit dans un pays où la langue française est minoritaire. Je voudrais que tu puisses réexprimer ça, parce que ça m'avait frappé. Je pense que tous les gens dans cette salle sont persuadés de la même chose que moi, c'est que c'est une immense chance en France. On a tout qui est réuni. On a des dessinateurs que le monde entier nous envie. On a les meilleurs studios d'animation. Même les Japonais, ils viennent nous chercher. Et je ne comprends pas ce qu'on fait à se cantonner dans du dessin animé pour enfants, qui est fabriqué à la chaîne et dans de mauvaises conditions, alors que l'ado adulte, il y a une énorme demande de tout ce public qui a été biberonné au dessin animé et qui a envie de voir du dessin animé qui s'adresse à son cerveau. En même temps, tout à l'heure, tu disais que c'était impossible à faire, donc c'est peut-être là la réponse. Oui, alors il faut ouvrir d'autres fenêtres magiques. On a eu la chance de passer par une fenêtre magique qui s'est très très vite refermée. Aujourd'hui, il y a les plateformes qui sont très demandeuses. On a eu en quelque sorte de la chance avec le Covid, désolé. C'est que il y a beaucoup de tournages qui sont arrêtés, tandis que l'animation continuait de fonctionner. Donc ça a permis de faire passer pas mal de projets. On a beaucoup travaillé pendant cette période. Mais en France... fonçons, quoi. Il faut que les chaînes mettent le paquet. Il y a France Télévisions qui fait un boulot énorme, mais ils sont un petit peu tout seuls sur ce coup-là. On entendra alors tout à l'heure qu'il sera sans doute d'un avis différent tout de même concernant Canal+. Faut mettre le paquet. Merci Laurent. Nous aurons un échange avec vous à la fin de cette conversation que nous avons tous les quatre, tous les cinq avec Laure. Et donc sans doute tu seras amené à t'exprimer à nouveau. Charlotte, tu as souhaité qu'on commence par montrer la démo reel de Sun Creature. Ouais, pour voir ce qu'on fait avant que je parle de... Ça parlera plus que moi. D'introduire votre travail.
You have seen my camp. I cannot let you go. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, ils n'ont pas vu Charlotte suivre la pulsation cardiaque là, en opinant de la tête. C'est vachement intéressant parce que ça prouve l'engagement que tu as dans cette, ce dont je ne doutais pas d'ailleurs, dans cette aventure. Comment est née Sun Creature ? Ça fait 7-8 ans maintenant. On a commencé le studio, donc c'est un studio franco-danois qui a commencé au Danemark. C'est pas commun ça déjà. Ouais, non, c'est pas commun. C'est un petit pays, le Danemark, c'est 5,5 millions d'habitants. Et on a commencé avec un projet qui s'appelle The Reward, qui était un projet qui a été financé sur une plateforme participative Kickstarter. On a rassemblé $300,000 sur Kickstarter et c'est une web série pour ados adultes. Et en fait, moi, je suis productrice et donc je suis allée à France Télé, à Canal+, les plateformes, tout ça, il y a 7 ans maintenant, pour chercher des financements en disant mais on a réussi à trouver plus de $300,000, on a plusieurs millions de vues, on a plus d'1 heure de contenu produit indépendamment. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut de plus en fait pour que on puisse avoir des financements autres que l'audience? Et puis en fait, franchement, ça est trop galère. Donc à un moment donné, c'est un peu fatigant d'être un peu son bâton de pèlerin. Mais ça a permis quand même de faire des pitchs, tout à vu, à Annecy, avec Citia. J'ai fait plein de forums sur le crowdfunding et comment ça marche. Et du coup, ça a permis de rencontrer pas mal de gens qui trouvaient c'est super, le cross-média, transmédia, c'est ça. Mais par contre, derrière, ça suivait pas, quoi. Et puis c'était au moment de la semaine et en disant mais bon, je pense qu'on était trop on était hyper, je suis encore plus jeune que maintenant, donc c'était encore pas très crédible, quoi. C'est indécent ça. Donc ça, c'était il y a 7 ans et vous êtes 6 créateurs, je crois, hein. Voilà, enfin on était 7 au début, maintenant on est 6. On est donc au début c'est 4 Danois, 3 Français, les 3 des Gobelins, les 4 de The Animation Workshop in Viborg. Et on est à Copenhague, où on a un gros studio aujourd'hui, qui fait à Copenhague, on a 700 mètres carrés. Mais au début, on était dans une chambre, dans un grenier, quoi. Et on a ouvert depuis 1 an et demi à Bordeaux des studios de production. Avant d'arriver à Bordeaux, je crois que vous avez fait aussi de la pub. Ouais. Laurent parlait des clips tout à l'heure. C'est intéressant ces étapes-là, qui sont pas d'ailleurs des brouillons, c'est des œuvres en soi, mais qui sont en modèle réduit, des formes de création avec une exigence. Ça permet de tester des pipelines, de tester des équipes, de tester des styles. Et puis c'est l'argent. Là, vous avez peut-être vu dans la story, c'est Coca-Cola. On a fait le Super Bowl. Non mais voilà, on a fait le Super Bowl. On a été en 2018, puis à cause de Trump, il nous l'a interdit et il est revenu en. On en a fait en 2016, interdit en 2016 à cause de Trump. Parce que trop anti-Trump. Donc ils avaient peur que la lobby des sodas en fait soit énervée et alors que franchement vous regardez le clip, bref. Mais en 2018 ils nous ont dit si vous changez ça pourra passer. Donc c'est passé en 2018. Et tu m'as dit c'est aussi une ouverture sur le marché américain. Tout à fait. Et on verra que pour la suite ça a peut-être de l'importance. Ouais.
Et puis aussi pour attirer les talents français, européens, d'avoir des budgets. Enfin, pour donner d'idées, hein, Coca-Cola, 1 minute, c'est 600 000 €. Hein, donc, que pour nous, hein, je vous mets pas le son, je vous mets pas le reste derrière. Donc, c'est bon, t'as pas de vacances, tu fais rien, mais. Tu peux t'en payer après, quoi. Voilà. Donc, mais bon. Et puis là, on a fait. Tu as entendu parler Flea, qui est un documentaire animé. Pardon, vas-y, je te laisse poser la question. Non, vas-y, c'est ta parole, je t'en prie. Mais, tu vas plus vite que ce que j'imaginais. Ce qu'on pourrait faire, si tu veux, et pour introduire Flea, et introduire votre installation à Bordeaux, c'est regarder quelques images de ce film que certains d'entre vous ont vu peut-être dans les festivals, mais qui n'est pas encore sorti. Ouais, notre premier long métrage documentaire animé. Prøv en lille smule længere op. Meget lidt. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu, og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi skal ud. Det er nu. Tsunami to ninja boshi. Lidt dårligt samvittighed, at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede med menneskesmuglerne. Det værste mennesker i mit liv. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? Nej. Det tager tid at stå det på folk. Det går rundt. Og tænk tilbage. Så det er min fortid, og det jeg er ikke flygtet fra det, jeg har heller ikke lyst. Jeg kan mærke, at der skal ske noget. Her starter jo min historie. Du coup, c'est poétique et puis c'est un document. Je m'inquiétais, c'est les meilleurs poétique projets. et politique. Je m'inquiétais auprès de toi lorsque nous arrivions dans cette salle, parce que ça fait bien 2 heures qu'il n'y a pas eu de nomination ou de prix pour Flea. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un coup d'arrêt. On a eu les Golden Globes hier, mais on doit boycotter parce que je sais pas si c'est les polémiques. Les Golden Globes sont boycottés cette année. Donc, parce qu'il n'y a pas assez de représentants de minorités, et voilà. Donc, ils n'ont même pas de diffuseur. En tout cas, c'est la suite d'une longue liste de récompenses, alors que le film, il est sorti au Danemark, je crois. Il est sorti au Danemark, il n'est pas sorti en France encore. En fait, il a été financé par Arte Télé et pas Arte Cinéma. Et donc, du coup, il va falloir qu'on fasse une diffusion télé avant d'aller en salle. Et puis, on attend la sélection des Oscars aussi. Et puis, il y a le Covid qui n'est pas évident non plus. Il est sorti au cinéma aux États-Unis le 3 décembre. On a fait des entrées plutôt correctes, sachant qu'il y a la 5e vague et c'est un film de niche, mais ouais. C'est certes c'est un préachat ou une coproduction d'Arte? Non, c'est une coproduction Arte. Ils ont mis et le film, tu vois, tu disais, il a coûté 3,2 millions en euros. Et tu vois, quand on disait la moyenne de 6 millions, on est en bas. Après, on l'a fait il y a 7 ans. Moi, on a mis 5 ans à le financer et 2 ans à le produire. Donc, au début, c'est des salaires tout petits, quoi. Alors, 5 ans à le financer, alors c'est toujours long, mais là, ça paraît très long. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? C'est un peu le bâton de pèlerin, quoi. L'animation pour adultes, en plus sur des réfugiés, c'est compliqué, quoi. C'est pas hyper sexy. C'est un documentaire animé, c'est-à-dire que vous l'avez positionné comment au départ? Tel que tu l'exprimes là ou comme un film d'animation? Ah non, ça a toujours été... En fait, le réalisateur Jonas, qui est danois, il n'avait jamais fait d'animation avant. Et afin de protéger l'anonymat de son meilleur ami, dont c'est l'histoire, il a choisi sur l'animation. Donc il s'est tourné... je l'ai rencontré il y a 7 ans à Viborg, là où il y a l'Animation Workshop, où il recherchait un langage visuel pour traduire son film.
À l'époque, c'était pensé comme un 52 télé. Et d'ailleurs, on l'a pitché comme ça il y a 7 ans à Annecy en télé. Ouais. Et puis, il est devenu après un cinéma. Arte et Télé l'a coproduit en spécial format. C'est comme ça, ouais, un format spécial. Ils en ont pas beaucoup. Ils en ont 3 par an. Et en fait, heureusement, parce qu'en fait, les télés danoises n'ont pas voulu. On allait d'abord chez eux, et puis ils ont dit non. Et Arte a été la première chaîne à se positionner sur le film, qui après a réussi à nous ouvrir d'autres financements. Mais on l'a financé par la télé. On a eu Creative Europe Télévision. C'est un financement de télé, et en fait, mais c'est un film qui sort en salle. Donc ça a été... c'est un grand dialogue qu'on a eu avec Arte, parce que c'est assez politique, c'est pas du tout les mêmes départements, c'est pas le même financement, et puis il va être distribué en salle en France. C'est pas les mêmes montants non plus, peut-être, d'investissement. On a eu 250 000 €, c'est pas mal quand même. On était au scénario, tu vois, nous, en revanche, tu vois, c'est un scénariste qui vient du live action, réalisateur du live action, et nous, du coup, on avait mis bras droit, bras gauche, art director et animation director, et qui ont été, la directrice avait vraiment traduit le langage pour que le film soit fait. Et en fait, là où je trouve qu'il y a énormément de richesse, c'est de mixer ces genres, des gens qui viennent du live action et ceux qui viennent de l'animation. Et c'est là, je trouve qu'on a quelque chose de très riche. Parce que tu vois, on a travaillé avec le monteur, il s'appelle Janus, il a 75 ans, il a monté La Chasse de Winterberg, il a monté, il a eu plusieurs Oscars, c'est un des pontes dans le montage de Danemark. C'est son premier film d'animation qu'il fait. Pour lui, ça a été une découverte de monter un film d'animation, de se dire, comme tu disais tout à l'heure, ouais, je peux faire un plan de Kaboul de haut, et il n'y a pas besoin d'hélico, quoi. Et du coup, t'avais les storyboards, le lead storyboard et la directrice artistique qui dessinaient. Et lui, il demandait est-ce que je peux avoir un close-up, un angle de ça. Et vraiment, c'est à partir du moment où les personnes qui travaillent sur le film sont d'accord pour mettre de côté leur manière de travailler, de les questionner, de dire je sais pas forcément, mais en même temps qu'est-ce qu'on peut apprendre, et de mettre un peu de l'ego de côté pour le film. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe, et tu vois là dans les récompenses qu'on a, on était là les European Film Awards, on a été meilleur documentaire, meilleure animation, on a eu Sundance meilleur documentaire, Annecy meilleure animation. Et du coup, ça montre vraiment qu'à la fois les professionnels des deux genres, documentaire et animation, sont unanimes là-dessus. Et ça, moi, je suis hyper fière de ça, parce que on a souvent tendance, mais vous appartenez à où, c'est quoi les box parce qu'on va mettre dans des boîtes, même dans les financements, c'est documentaire, fiction, animation. Au Danemark, il n'y a même pas animation, c'est fiction ou documentaire. Donc, et donc, c'est aussi de se dire, l'animation, c'est un médium, c'est pas un genre. Et en fait, et donc, moi, je trouve que c'est là où c'est assez intéressant de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Pas que. On dirait pourquoi l'animation dans ce film-là, enfin, sur Flea en l'occurrence, pour produire l'animation, c'est une chose. Après, il y a une poésie énorme. Tu vois, nous, on a galéré pour le financer, c'est encore un film de réfugiés, quoi. Et puis, est-ce que vraiment les gens veulent regarder ça? Et puis l'animation, les documentaires, l'âge des documentaires, les gens qui vont voir les documentaires, ils ont 50 et plus, quoi. L'animation, c'était aussi une idée d'aller voir une catégorie pour faire quelque chose un peu plus mainstream, même si ça reste de la niche, on va pas se mentir, mais... Pour finir sur Flea, ce sera donc diffusé d'abord sur Arte, c'est ça la condition. Ouais. Et ensuite en salle par la sortie salle en France au printemps. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Alors 7 ans de production, vous avez engagé d'autres projets bien sûr. Entre-temps, entre The Reward et l'aboutissement de Flea, tu peux en dire un mot, parce que c'est d'autres expériences tournées aussi vers le public ado-adulte qui sont expériences, pardon, c'est pas le bon terme. D'autres projets. En fait, c'est vraiment, là, les plateformes, elles changent complètement le discours. Il y a 7 ans, vraiment on me disait, l'animation pour adultes, c'est pas quelque chose qui existe. Si tu vas au Japon, si tu vas aux États-Unis. Et donc, c'est un peu pénible parce que même si tu as cette envie-là, si tu peux pas financer, voilà. Mais là, depuis, on travaille sur Splinter Cell avec Netflix et Ubisoft. C'est une marque Ubisoft. Une marque Ubisoft, exactement. Et donc là, c'est de l'adulte. Et puis, on a d'autres projets, je ne vais pas nommer parce qu'on est sur NDA, mais où c'est que de l'adulte. On travaille avec Netflix Japon, c'est que de l'adulte. Ils n'ont même pas d'enfants, quoi. Et c'est des travaux qui sont menés avec des plateformes, et on en a parlé en aparté et lorsque nous sommes parlé au téléphone. C'est un rapport aux diffuseurs,
aux financeurs, parce qu'ils vont financer très largement la production, qui est complètement différent de ce qu'on connaît dans la télé traditionnelle ou le cinéma traditionnel. Le prix minute, enfin, elle n'a rien à voir. Hein. En Europe, sur un prix minute, en fait, c'est des séries, mais des séries de long métrage. Et donc, les prix minute, tu vois, en Europe, en France, on est plus les LBH, plus 14 euros par minute. Moi, les séries sur lesquelles je travaille, on est plus à 60 000 euros la minute. C'est pas du tout. Donc, ce qui permet de pousser aussi un style, une qualité, voilà, d'attirer des talents. Après, avec des droits qui sont concédés pour beaucoup de territoires, j'imagine. Ah oui, t'as le droit. Après, là, dans l'occurrence, c'est avec leur IP. Tu vois, c'est leur propriété intellectuelle. Après, tu peux pitcher à Netflix. Nous, on a des projets, ils sont ouverts aussi. Et là, c'est vraiment du cas par cas. Mais il faut bien s'entourer au niveau des avocats parce que c'est pas. Enfin, ils veulent rien lâcher, quoi. Donc après, voilà, est-ce que tu préfères Mais tu vois, moi j'ai commencé le studio à Bordeaux. Quand tu veux un cash au début pour acheter des ordis, payer les travaux, en fait, peut-être qu'il vaut mieux un gros prix par minute. En plus, ils te font tout le cash flow. Et comme ça, tu peux. Et après, ça te permet d'investir plus tard. Après, je pense que c'est notre rôle de producteur de pas être trop séduit par ces. Enfin, il y avait un vrai sujet, je trouve, au niveau. Il faut se poser une manière politique. Tu vois, sur Flea, par exemple, il y a 4 ans, Netflix était intéressé, tu vois, mais on avait déjà signé avec Arte. Il y avait le Danish Film Institute et le CNC qui nous suivaient. Donc, du coup, ça veut dire si Netflix vient, il faut les rembourser, ces gens-là. Et tu dis, mais en fait, ton prochain film, c'est quand même eux tes collaborateurs. En Europe, on a mis en place des scènes de fonctionnement depuis la Seconde Guerre mondiale où tu as quand même des pays européens, des festivals qui font qu'on a des coopérations avec des auteurs qui sont à Hongrie, quand tu vois les European Film Awards, tu as quand même des talents à la fois acteurs, scriptwriters, DOP et où je trouve que les Américains arrivent un peu avec leur gros bout, c'est leur gros budget et c'est dingue, hein, on va pas se mentir, quand tu vois les budgets, c'est pas du tout pareil et c'est plus rapide, c'est hyper séduisant. Et enfin, moi, je bosse avec eux. Hein, je bossais sur une série HBO Max. Mais ça pose la question de, ok, voilà, est-ce que pour mon prochain film, je prendrais pas plus de temps à le financer, mais du coup, j'irai pas sur ces plateformes-là. Mais du coup, est-ce que les chaînes de télé pourront me financer à quel niveau? Ou est-ce que sont les compromis Ces plateformes ont, semble-t-il, un accueil des projets ados-adultes qui est plus aisé que les médias traditionnels. Ils le demandent en fait. C'est voilà, même pas, ils le demandent et ils te disent c'est ça qu'on veut, quoi. Et ça, on n'a jamais entendu ça. Tu m'as dit aussi, il faut éduquer les financiers. Ah ouais. Qu'est-ce que tu Je parlais pas des gâteaux. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Il nous reste quelques minutes. Non, c'est sur Flea notamment. En fait, au Danemark, c'est le Danish Film Institute qui est l'école du CNC qui nous a suivis depuis le début. T'as fiction documentaire. Et en fait, ils savent pas combien de temps ça prend sur un planning. Ils savent pas là en Flea, on aurait pu faire 4 docus en live action et ils te disent mais pourquoi est-ce que vous voulez faire l'animation alors que là je pourrais vous financer 4 films en documentaire, quoi. Et du coup, il faut quand même faut expliquer pourquoi, faut expliquer c'est pas du tout les mêmes networks aussi, tu vois, les festivals Annecy, ils connaissent pas Annecy, tu vois. Moi je parle du Danemark où la France en animation, on est quand même pionnier, hein, mais c'est rare, hein, quand même, on est l'exception culturelle en Europe. Et de se dire on sait pas les mêmes networks, c'est pas les mêmes talents, et il faut accompagner les financiers pour décrypter, même quand tu lis un script, comme tu disais. Tu lis un script, il y a des choses, on va leur dire maintenant ça je vais couper, mais ils disent mais est-ce qu'on peut rajouter ça? Non, mais non, si on rajoute ça, on rajoute tu rajoutes 50 000 euros, quoi. Donc non, on va pas, quoi. Enfin. On est presque à terme de ton intervention. Un mot sur l'installation à Bordeaux en France, pour la croissance de la société, pour le studio, c'était alors sans doute un plaisir peut-être de venir en France et de s'installer à Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine, mais un passage obligé aussi en termes de on n'a pas créé d'impôt au Danemark. Donc ça, c'est quand même... il y a très peu de pays en Europe qui l'ont pas, l'Allemagne et le Danemark en faisant partie. Donc moi, je travaillais avec les syndicats danois auprès des lobbies pour essayer de... Mais en même temps, après, ça remonte. Si vous avez la tax rebate sur le cinéma, quoi pas pour la pêche, l'agriculture, donc c'est trop compliqué, peut-être que ça viendra. Ils perdent des productions, il y a Lego... Il n'y a pas de sujet autour de la pêche, je crois pas. Enfin... Non, mais ils comparent, c'est ce qui... Enfin, vraiment, et c'est ça qu'ils comparent. C'est là, mais enfin...
ça monte à un niveau politique où, enfin, c'est pas leur truc. Bon, bah tant pis pour eux, ils perdent des projets parce que la série que je fais en ce moment sur Bordeaux, qui est une série Cartoon Network avec des réals danois, on fait toute la pré-prod, donc de l'écriture au Loc Animatique à Copenhague, et toute la prod de l'anime Synbuild au Comp, c'est en France. Et on a 30% de crédit d'impôt, et on peut s'installer à Bordeaux parce qu'effectivement c'est pas des sous-régionaux, c'est national, donc peu importe là où on se trouve. Et là où nous aujourd'hui avec avec Netflix, enfin tous les plateformes nous demandent mais qu'est-ce qu'on peut produire en France, et nous du coup nos studios danois on peut dire bah ça on peut le faire, on fait une partie au Danemark et on fait une partie en France. Ouais. Ok, merci Charles. Je crois qu'on pourrait encore dialoguer longtemps, mais peut-être on le fera à travers les questions du public. Arthur, oui, Arthur de l'Abbaye. Merci d'être avec nous pour représenter Bobby Pils. Alors, je vais prendre la parole quelques instants pour évoquer Bobby Prod, qui a été la société qui a devancé Bobby Pils et qui existe toujours, hein, je crois. Tout à fait. Voilà. Créée en 2008. Alors, je vais relater les propos que David Alric m'a transmis il y a quelques jours. Il me dit, entre 2008 et 2012, nous y allons la fleur au fusil. Nous sommes inexpérimentés et ça marche pas. C'est une histoire qu'on a tous connue, celle-là. Ils essayent à l'époque de développer des projets pour enfants, mais n'arrivent pas à convaincre, en gros, à positionner ces projets dans une offre qui est pléthorique, il faut bien le dire, et il s'ensuit des difficultés financières, les projets n'arrivant pas à décoller, on peut comprendre que la situation est celle-là. En 2012, c'est la transformation de ce qu'est, alors pour ceux qui connaissent la série, un projet jeunesse, les Cassos. Donc les Cassos ont été un projet jeunesse. Il paraît, oui, à la base. Avant d'être ce que l'on connaît aujourd'hui, en un projet adulte. Et là, Canal+ retient le projet, le diffuse sur sa chaîne YouTube avec un financement assez faible, mais qui existe. Pour une première saison, ouais. Voilà. Les saisons 1 et 2 permettent, me dit David, une structuration de la société. Petit à petit, le goût pour la production pour adultes se renforce, mais les moyens sont pas vraiment au rendez-vous. Suit d'ailleurs Monsieur Flap. Tout à fait, sur avec France Télévisions. Diffusé sur Slash. Diffusion sur Flash, avec un budget qui doit encore être relativement faible. Vous travaillez alors qu'avec des intermittents, me dit-il. Donc une certaine précarité, et on sait bien qu'aujourd'hui, la question des talents et de la manière dont on peut les conserver, elle est essentielle dans l'animation. Et puis, 2018, Bobby Pils s'est fondé. Pour créer ce deuxième studio, David s'est associé au diffuseur Black Pils, et tu vas nous en dire beaucoup plus. Une plateforme en ligne de contenu audiovisuel pour jeunes adultes, fondée par Daniel Maherly de Deezer, Patrick Holzman d'Allociné, avec l'appui financier de Xavier Niel de Free. Juste ça. C'est bingo là. Quand on le dit comme ça, on se dit waouh, ils ont décroché la timbale. Tout à fait. C'était le Graal à l'époque parce que c'est des financiers qui arrivent avec une grosse appétence pour la ligne éditoriale de Bobby Prod, qui était définitivement et résolument adulte, et qui offre la possibilité au studio et à David Alric et à ses auteurs, autrices, réalisateurs et réalisatrices de créer quasiment avec une carte blanche. Laurent pourra en témoigner, puisqu'il a été auteur de l'une de ses premières séries pour Black Pils, d'une des premières séries Bobby Pils. Et il n'y avait pas beaucoup de limites. La consigne, c'était faire de l'adulte, faire ce qu'on ne voit pas ailleurs, pour un public ado-adulte, aller très très loin. Et avec des budgets qui étaient plus élevés que celui de la saison 1 de Cassos, par exemple, mais pour une ambition narrative qui était bien plus forte, des minutages plus élevés aussi. Et c'était du sang et des larmes, mais c'était beaucoup de joie. Carte blanche totale. T'as jamais connu ça par ailleurs? Jamais. Ouais. On était comme des fous. Pour préciser, ça a donné Crazy Young, parce qu'on n'a pas donné le titre. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner de carte blanche. C'est ça. si, il faut en redonner plein d'autres comme ça, et qui a été racheté par la suite par Netflix. Et les autres séries de ce premier slate financé par Black Pils étaient Vermine, qui a été racheté également par Netflix France, et Pipoudou, qui est encore dans une autre catégorie.
Et toi, avant de rejoindre Bobby Pills, tu travaillais chez Black Pills. Tout à fait. Moi, j'étais du côté. Ouais, c'est ça. J'étais du côté Black Pills, et c'est comme ça que j'ai rencontré David et les projets du studio. J'étais un grand fan du travail de Bobby Prod et des Cassos, et j'étais côté éditorial chez Black Pills, et on m'a un peu donné le suivi des projets Bobby Pills. C'est comme ça que je suis rentré en discussion avec David, et qui m'a dit que suite à ce premier slate de 3 séries, il voulait un petit peu grossir, prendre son envol, créer des formats un peu plus ambitieux, un peu plus longs aussi. Donc il a besoin de se renforcer au niveau du suivi éditorial du développement, quoi. C'était quoi le modèle de Black Pills? Parce que quand je le présente, on se dit waouh. Le modèle de Black Pills, c'était un pari assez fou de créateurs qui venaient à la fois de la tech et du contenu, de créer un Netflix pour mobile, pour smartphone, à destination d'un public assez jeune, des 18-25, sur des formats plutôt courts, autour du format type du 10 x 10 minutes, qui est un format très compliqué, qui n'est pas évident à craquer. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses à la fois, ces 3 séries d'animation avec Bobby, et des séries en prise de vue réelle avec pas mal de producteurs qui travaillaient avec Repacorp, Luc Besson, pour citer que. Et on s'est rendu compte que le format est pas évident du tout. Il se trouve que Bobby Pills a complètement tué le game, puisque c'était les 3 séries créées par Bobby Pills et par Laurent on correspondait aux meilleures audiences de la plateforme. Le reste était un petit peu compliqué, et aujourd'hui ce service n'existe plus parce qu'il fallait, pour pouvoir exister, arriver à toucher un public américain, faire des levées de fonds et pouvoir rivaliser, toucher un public mondial en fait, donc particulièrement aux États-Unis, faire une levée de fonds là-bas. Et ça n'a pas suivi à ce moment-là. Et d'autres s'y sont cassés les dents, puisque depuis, il y a eu pas mal de tentatives en France et ailleurs aux États-Unis. Il y a eu notamment Quibi, avec Monsieur Katzenberg, qui a essayé d'y aller avec des moyens beaucoup plus gros que ceux de Black Pills à l'époque, le petit poussé français. Et il s'est cassé les dents aussi, malheureusement. Vivendi aussi. Vivendi avait essayé. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de plateformes qui ont réussi à surnager. Et puis depuis, avec Bobby Pills, on cherche de toute façon à faire des formats, à se positionner sur des formats un peu plus longs, un peu plus dans le marché. Mais Black Pills, c'est resté l'actionnaire principal. Tout à fait. Aujourd'hui, l'activité de Black Pills, je crois qu'elle a basculé en studio de production. Donc, ils produisent des séries qu'ils vendent aux plateformes. Et il se trouve que Bobby a récupéré son indépendance sur les nouvelles séries et nouveaux contenus qu'il pouvait créer. Alors, ce que je te propose, et ce que je propose à tout le monde, c'est de regarder le démo reel de Bobby Pills. Et comme ça, on se fera une idée de ce que vous nous mijotez. Par rapport au début que j'ai retracé avec la complicité de David, qui était difficile, mais c'est le cas de beaucoup de sociétés de production. Aujourd'hui, c'est toujours difficile. Est en plein développement tout de même. Exactement. Tu peux nous dire, dresser l'état des lieux là Ouais, bien sûr. Depuis que je suis arrivé, ça fait 2-3 ans maintenant. On est sur, comme je te le disais tout à l'heure, sur des formats un petit peu plus longs, un peu plus dans le marché notamment. On continue un peu notre cœur de métier, on n'abandonne pas du tout Bobby Prod avec les formats courts qu'on fait la renommée du studio. On est à la saison 6 des Cassos.
On pourra en parler un petit peu plus d'ailleurs, mais c'est pour nous une super école pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes talents chez nous, à intégrer, à tester plein de choses en termes d'écriture aussi, et à mélanger ces talents. Je rebondis sur ce que disait Laurent tout à l'heure, sur mélanger des gens de l'animation, des gens qui viennent d'autres secteurs. Charlotte aussi le disait, excuse-moi. Mais en tout cas, on croit beaucoup à ces mélanges. Ça va faire grandir tout le monde. Tout le monde va se professionnaliser comme ça, et l'animation adulte va passer par là. Donc, on continue nos programmes courts et on essaie d'aller sur des formats plus longs, des séries de 20-30 minutes. On développe notre premier long métrage aussi pour le cinéma, une comédie. On est en pleine fin de l'écriture. Et à côté de ça, puisqu'on a vu beaucoup de choses dans le démo reel, il y a des travaux de trailer et de commandes aussi qui permettent, comme le disait Charlotte, de faire un peu tourner le studio, de payer le loyer, de payer les machines, de payer des développements aussi. Donc cette alternance avec différents acteurs, avec des plateformes aussi, ça nous permet de faire tourner un peu tout ça. On a vu des extraits de Captain Laserhawk. Exactement. Ubisoft, on retrouve Ubisoft. Tout à fait. Encore, c'est un peu le même mode. Un acteur important. Exactement, un acteur français qui a des grosses IP et qui permet à des studios français de travailler avec Netflix Japon, puisque c'est avec eux qu'on fait ça aussi. Et c'est des gros projets de commandes sur des formats et des budgets qui sont conséquents, qui nous permettent de faire beaucoup de choses, d'aller très très loin, d'explorer d'autres genres. Nous, historiquement, on était très comédie, même si Crazy Young rentre pas complètement dans cette case, mais dans quelle case on peut mettre Crazy Young ? Aucune case. Ça nous permet d'aller très très loin dans l'action, de montrer qu'on a des talents aussi en interne qui font des très belles choses en animation réaliste. La Captain Laserhawk, on l'a vu dans le petit extrait, ça mélange énormément de styles et de formats. Ça va du pixel art à l'anime 2D, du Sakuga, on a un petit peu de 3D low poly. Ça nous permet de tester et d'explorer beaucoup de choses. Et on en est ravis. Tu m'as parlé, quand on a dialogué avant cette rencontre, du travail avec les auteurs. Alors ça va rebondir là, parce que j'ai l'impression que vous tenez exactement le même discours. Exactement, ouais. Nous, on veut avoir une grosse ambition en termes de narration, puisque on veut donner la possibilité à nos créatrices et créateurs de raconter les histoires qu'ils ont vraiment au fond d'eux et d'aller les raconter de la meilleure des façons possibles. On est persuadé que ce sont des grands artistes graphiques et ils ont aussi des très belles choses et des choses très importantes à raconter à leur public. Pour ça, on est obligé d'avoir une grosse ambition en termes de narration. On a besoin d'embarquer avec nous des diffuseurs et on a besoin de constituer des équipes qui soient professionnalisées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne beaucoup vers des auteurs, des scénaristes et des autrices qui viennent du live, qui ont d'autres méthodes d'écriture, qui ont d'autres formations, qui sont structurées. C'est exactement le genre de binôme que Laurent peut former avec les réalisateurs avec qui il travaille. Et on croit beaucoup à ça. On a même envie d'aller encore un peu plus loin, de mélanger non seulement le dessin et l'écriture scénaristique, mais aussi, c'est ce qu'on teste par exemple dans notre room sur Cassos. On mélange aussi des comédiens, le travail de voix, on y croit beaucoup, notamment pour la comédie. On doit aboutir à des partitions et on essaye de mélanger tout ce petit monde dans les salles d'écriture et il en sort souvent des choses assez folles. En termes de politique éditoriale, tu as esquissé quelque chose tout à l'heure qu'on n'a pas développé, c'est la mixité des productions, c'est-à-dire avec parfois des diffuseurs traditionnels, parfois les plateformes. Ça permet d'envisager une politique à quelques mois, quelques années, enfin d'avoir une certaine sécurité. Tout à fait, on est obligé de s'adresser à tout le monde, de continuer de travailler avec les chaînes historiques de Canal à France Télévisions. On avait déjà un peu travaillé avec Arte, on est ravis de pouvoir bosser avec eux. Et comme le disait Charlotte tout à l'heure, si on veut aller sur des formats plus ambitieux, les plateformes proposent ça à très court terme, des budgets qui nous permettent enfin d'aller sur des mises en scène vraiment, vraiment ambitieuses, sur un style aussi qui va un peu plus loin que celui de la comédie. Donc on essaye de brasser un petit peu tout ça, et puis on découvre là tout juste le cinéma et l'expérience de salle avec un scénario de long métrage qui va nous emmener encore dans d'autres sphères et d'autres univers. Quelle est, chez Bobby Pills, votre vision aujourd'hui de ce développement du cinéma Quand je dis cinéma, ça peut être d'autres formes de diffusion, mais de l'animation adulte. Oui.
On s'échange un peu avec mes camarades le bâton de pèlerin. Il faut ouvrir la voie. Il faut surtout convaincre les diffuseurs. Comme vous le disiez, il n'y a pas de case aujourd'hui. On cherche forcément les financiers. C'est quelque part c'est normal. Ils cherchent à limiter leurs risques ou à bien le cibler, donc à mettre les projets dans des cases. La case de l'animation adulte, que ce soit en long métrage cinéma ou en série en France, elle est pas ouverte. Pour parler un tout petit peu des autres projets qu'on a en développement chez nous, les séries en ce moment, on en a une avec France Télévisions, donc merci France Télévisions, le projet Nymphopolis qui est créé par Estelle Charrier, qui connaît bien Angoulême notamment, mais mis à part France Télévisions qui nous accompagne sur ce projet, il n'y a pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on en est réduit, je mets des gros guillemets là-dessus, à travailler avec Netflix aux États-Unis pour pouvoir s'engager sur un projet de série de comédie. Ce qui veut dire sans doute pour votre studio travailler sur des économies très différentes selon que je confirme. Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Et des pipelines qui sont différents. Des formats différents, des pipelines différents, mais cette agilité, on peut l'avoir sans problème du moment qu'on est convaincu qu'elle sert l'ambition du projet. Donc, du moment que les diffuseurs, on arrive à les convaincre de mettre suffisamment de temps, donc d'argent pour accompagner l'écriture et le développement, nous, on est prêt à s'adapter au pipeline. Il n'y a pas de problème. Je voudrais qu'on dise un mot aussi des communautés. Tu parlais des Cassos saison 6, donc là il y a un public qui s'est fidélisé, plus que ça même, parce que j'ai été très surpris. Tout à fait, c'est quelque chose que le studio a toujours travaillé bien avant mon arrivée, dès l'époque de Bobby Prod. La communauté des Cassos sur la chaîne YouTube, c'est aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés, donc c'est une force de frappe assez conséquente quand on sort une nouvelle saison. Il y a des communautés Facebook aussi qui sont entretenues par le studio. On a la chance d'avoir un directeur de la communication qui est Marc Aguez, qui est monsieur Katsuka. Il est derrière le média Katsuka que vous connaissez sans doute. Et lui et ses équipes permettent de faire vivre les séries entre des saisons, faire teaser un petit peu, faire parler des projets, et ça donne une force de frappe. Est-ce que vous pensez qu'il y a une capacité à faire que cette communauté Les Cassos devienne une communauté Bobby Pills, enfin qui vous suivent sur d'autres marques? Oui, complètement. À terme, c'est l'enjeu de mélanger, d'arriver à rassembler justement ces différentes communautés, parce qu'on est persuadé que ce sont des communautés qui peuvent à la fois aimer Les Cassos, être curieux de découvrir Crazy Young, d'avoir un fort intérêt pour Nymphopolis, ces choses-là. Et on a réussi à le démontrer avec Pipoudou, puisque la première saison ayant été financée par Black Peas, le seul diffuseur au monde, je pense, et dans l'histoire qui pourra diffuser, qui pourra partager Pipoudou. On avait très envie de faire la saison 2, puisqu'il y avait une audience et une communauté pour le coup assez dingue et internationale, puisque la série a beaucoup voyagé, tant au Japon qu'aux États-Unis et dans d'autres territoires. Donc on était résolus à faire la saison 2, et le seul moyen qu'on a trouvé pour qu'elle existe, c'était un financement participatif. Et il se trouve, pour faire 8 épisodes de la saison 2, il se trouve que ça a pas mal répondu, puisqu'on a levé autour de $500 000 sur une série format court, qui peut être pitché très rapidement comme un Dora l'exploratrice du cul, qui est pour le coup le plus adulte, notre série la plus adulte, qui aborde frontalement la sexualité, les questions autour de la sexualité, toujours avec bienveillance et dans une idée positive, mais qui se permet d'aller très loin et de tenter plein de choses. Et la deuxième saison, c'est un Star Trek du cul, on va dans l'espace, on voyage, et c'est une saison qu'on a complètement tenu à bout de bras tout seul, sans diffuseur. On s'est coupé d'intermédiaire. C'était une expérience compliquée. Tu l'as connue pour le financement participatif. Ça demande énormément de temps. On arrive à lever des sommes qui nous permettent d'enclencher des choses, voire de produire toute une saison dans notre cas. Mais c'est énormément de temps. Ouais. C'est beaucoup de boulot, et encore une fois, Katsuka, il y a. Est-ce que par rapport à, et j'en finirai avec cette question, par rapport au graphique qu'on voyait au début, on apercevait que le cinéma d'animation était parfois plus suivi par des spectateurs dits occasionnels, c'est-à-dire qui viennent pour un film mais qu'on n'arrive pas à mobiliser de façon régulière sur d'autres films. Est-ce que les communautés sont une réponse à ça ? Oui, ça le prouve. Elles l'ont prouvé à chaque fois sur toutes nos séries. Je pense aussi à la communauté de Monsieur Flap, qui est encore un autre public sur France TV /. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, faire vivre une page animée, une page des réseaux sociaux et
pour teaser d'abord, l'entretenir, créer du contenu additionnel entre les saisons. C'est ce qu'on fait en permanence. On est en plein dans cette réflexion-là en ce moment, avec Canal+, notamment, qui nous accompagne beaucoup là-dessus. Et c'est quelque chose qui a vraiment un poids, quoi. Et Netflix, pour reprendre les plateformes, sont très versés là-dedans. Je pense que c'est dans le bon sens pour capter une audience, ouais. Avec Canal+, tu vas m'offrir une transition toute faite, mais juste avant, tout de même, le fait que vous soyez nativement web, est-ce qu'aujourd'hui, dans le paysage qui se recompose, là, c'est un atout, j'imagine? Oui, on sent qu'on a ces réflexes de communication qui aident à faire parler de nos séries. C'est très, très pratique quand on récupère, je vais me planter dans l'année, mais autour de 2018-2019, justement, quand Black Pills ferme son service et qu'on récupère nos IP. Certaines, comme Crazy Young et Vermine, vont sur Netflix, et certaines, comme Pipoudou, sont indiffusables. On a essayé de les diffuser sur YouTube. On a fait plusieurs millions de vues, je crois, en quelques semaines. Et puis, évidemment, les épisodes se sont fait striker par les standards de YouTube. Donc, d'être nativement web, ça permet de rapatrier cette série chez nous. On avait envisagé Vimeo ou d'autres plateformes, mais toutes ces, je pense à Feu, Tumblr, des choses comme ça, toutes les plateformes serrent un peu la vis sur les contenus. Ce sont des plateformes américaines, ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses que nous, et du coup, on ne peut plus exister si on ne rapatrie pas nos séries chez nous. Et aujourd'hui, pour voir une œuvre comme Pipoudou, on peut aller sur pipoudou.com, hébergé sur le site de Bobby Pills, et c'est comme ça qu'une œuvre, c'est notre dernière bastion pour que l'œuvre existe. Merci pour cette conclusion. Alors, j'espère que nous sommes toujours en liaison avec Laure Lioz. Oui, bonjour Laure. Oui, normalement je suis là. Tu es là, tu es parmi nous, je te le confirme. Merci d'avoir patienté. C'était pas très sympa de ma part de te faire intervenir en dernier. Alors, j'ai écouté, c'était intéressant. Bon, un peu de mise en cause des politiques des chaînes de télévision, donc tu vas pouvoir y répondre. Quelle est la politique éditoriale de Ciné+ en ce qui concerne le cinéma d'animation ado-adulte ? Alors, on n'a pas de politique définie parce qu'on considère les films d'animation adultes comme des films d'auteur. Du coup, ils se retrouvent un peu dans la même catégorie quand on lit les scénarios, quand on envisage des achats, que les films d'auteur. On préachète, en fait, sur lecture scénario, 4 à 5 films d'animation par an. La majorité, ce sont des films familiaux. Il peut y en avoir un par an qui soit de l'animation, qui soit à destination des ados adultes. Donc, on a préacheté, par exemple, Mars Express il y a 1 an, donc je crois que c'était en 2020. On avait aussi préacheté La Tortue Rouge, Le Sommet des Dieux. En fait, on n'a pas tant de propositions d'animation adulte que ça, parce que c'est vrai que ce sont des projets qui sont difficiles à monter et que nous, on commence à les étudier au niveau des préachats quand il y a déjà un distributeur salle d'engagé. Avant, on n'étudie pas le projet, on peut en discuter avec les producteurs, mais et comme le disaient en fait la plupart des intervenants, c'est vrai que les diffuseurs sont plutôt réticents à l'animation adulte en termes de cinéma, parce qu'on n'a pas de case pour ce genre de cinéma. Alors nous, on les diffuse sur Ciné+ Club, qui est la chaîne ARC. En général, le lundi, mardi, ça dépend en fait de la notoriété du film. C'est un détail pour vous, c'est pas très grave. En tout cas, on les diffuse en prime. S'ils ont un peu plus de résonance, on peut les mettre sur Frisson, qui est la chaîne de cinéma de genre. Donc, typiquement, Mars Express, on espère le diffuser sur Ciné+ Frisson, et sinon, c'est pas sur le club. Mais c'est vrai que l'animation, de manière générale, qu'elle soit familiale ou adulte, il ne faut pas croire que l'animation familiale cartonne systématiquement, fait assez peu d'audience. En fait, ce qui marche bien en animation, ce sont les films, les franchises américaines, en fait, les Âges de glace, l'animation 3D, axée sur la comédie et l'aventure. Ça marche bien en audience ou en consommation après sur MyCanal, donc le service de replay des chaînes du groupe Canal. Mais en consommation télé, même l'animation japonaise, alors pour le coup on en achète assez souvent, c'est des films japonais et souvent en première fenêtre, ne marche pas tant que ça, mais on estime que ça fait partie de l'offre qu'on doit à nos abonnés et ça permet de varier aussi les propositions.
Du coup, voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a une politique qui est concertée avec Canal+, ou c'est deux lignes éditoriales différentes? Alors, pour l'instant, ce sont deux guichets séparés. Moi, je fais partie de Canal+ thématique et de Canal+ tout court, au niveau des fiches de salaire, budget, etc. Nous, on a un budget Ciné+ annuel au niveau des préachats autour de 16 millions d'euros. Et par contre, on fait plein d'acquisitions de films pour alimenter les 6 chaînes. Par contre, oui, on se parle. Alors, pour l'animation, c'est moi qui suis plus l'animation cinéma pour Ciné+. Et je parle pas mal avec Sandra Mirimanov, qui est mon homologue, on va dire, chez Canal+. Et des fois, on se coordonne aussi avec la jeunesse pour certains projets. Quand, par exemple, des fois, on peut nous proposer un projet de long métrage. Il se trouve qu'à la jeunesse, ils ont prévu aussi l'adaptation en série d'animation. Voilà. Mais normalement, on est deux guichets indépendants. Et d'ailleurs, on a préacheté des premières fenêtres, par exemple, Seul aveugle et Femme endormie, donc l'adaptation des nouvelles de Murakami, on l'avait préacheté en première fenêtre alors que Canal n'y a pas été. Et il y a très longtemps, en fait, notre premier préachat d'animation adulte, c'était deuxième génération, l'adaptation de Klishka. À la base, c'était, je pense que c'était il y a plus de 5 ans, une proposition ado-adulte. Et c'est vrai que là, depuis que... Donc, c'est Je suis bien content qui a repris le projet. Il a rajeuni, on va dire, au niveau de la cible. Et maintenant, ça va être Les secrets de mon père. Il a changé aussi... Enfin, ils ont changé aussi le graphisme. Mais voilà, deuxième génération, c'était la première fenêtre préachat animation adulte. Deux éléments que nous avons partagés en préparation. Tu disais que les films marchaient plutôt mieux sur Ciné+ que sur Canal. Oui, on ne sait pas trop pourquoi, au niveau de l'animation en tout cas. Oui, je parle toujours de l'animation, oui. Oui, pardon, oui. Oui, on ne sait pas trop. Et sans surprise que la 3D attirait plus de spectateurs que les autres styles graphiques. Oui. Oui, parce qu'on a acheté par exemple pour Ciné+ Club Téhéran Tabou, donc en première fenêtre de diffusion. Je sais pas, il y avait Chris le Suisse, Buñuel après l'âge d'or, voilà, des films d'animation, donc comme disait un des intervenants politiques qui ont assez bien marché, mais comme un film d'auteur. Je ne vais pas dire classique parce que ça n'existe pas, mais voilà, comme un film d'auteur. Pareil, l'animation japonaise, alors que c'est vrai que sur Canal, on avait acheté, après Canal, j'ai perdu mon corps, et chez nous, ça a un peu mieux marché que sur Canal, en fait. Et étonnamment, on ne sait pas trop pourquoi. Et sur le replay, est-ce que tu sais si le comportement des films d'animation ado-adulte spécifiquement, mais animation en général, est différent des films de prise de vue réelle? Enfin, est-ce qu'il y a une spécificité? Non, on n'a pas de recul là-dessus. En fait, je peux pas trop vous dire. La seule chose, c'est que là, récemment, on a lancé une sorte de collection sur l'animation japonaise. Ça faisait longtemps, enfin, on l'avait déjà fait, ça n'avait pas du tout marché. Là, ça a un peu mieux marché parce qu'on a eu un peu plus d'écho en presse, etc. Bon, je sais pas s'il faut s'en contenter ou pas, mais en fait, ce qui a cartonné, c'est les adaptations, enfin, les versions cinéma, donc sorties en salle au Japon, mais pas en France, de Naruto et de l'Attaque des Titans, qui ont des versions séries, comme vous savez, qui cartonnent sur Netflix. Donc voilà, ce sont ces deux-là qui ont bien mieux marché que Mirai, ma petite sœur, Wonderland, on avait Your Name aussi, bref, que d'autres films d'auteurs japonais. Donc ça, c'était une tentative. Après, on se dit, ça permet d'habituer les gens à montrer qu'il y a ce type de proposition et de continuer à faire des collections dans ce sens-là. Donc ça, on avait des chiffres précis parce qu'il y avait vraiment une grosse collection. Sur le reste, en fait, sur MyCanal, en fait, le problème, c'est la façon dont on fait les mises en avant sur la plateforme, parce qu'on peut dire que MyCanal est une plateforme, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que tout le monde est content, effectivement, des sommes que peuvent mettre les plateformes, enfin, en tout cas, la Netflix, Amazon et Apple, pour l'instant, ils sont un peu plus frileux sur l'animation. Mais après, c'est vrai qu'ils vont en parler au moment du lancement, enfin de la mise en ligne sur la plateforme. Mais ensuite, ils tombent vraiment très très bas dans les recommandations parce que si on cherche des... Alors, je ne parle pas des séries, hein, mais que des films ou des originals, comme ils appellent, c'est-à-dire des films qui ne sont pas sortis en salle, donc des téléfilms hein, pour nous.
C'est-à-dire qu'ils vont rester une semaine en haut des recommandations et après, ça tombe très vite. Donc, c'est comme s'ils n'avaient pas de deuxième chance ou de deuxième vie. Alors que c'est vrai que sur MyCanal, il y a quand même un travail ils le feront peut-être, Netflix, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment de l'équipe à essayer de toujours renouveler, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui sont en tête, etc. Après, on a tendance à favoriser plutôt les films, alors, soit les grosses machines ou les films du milieu. Les films adultes d'animation, s'ils ont fait peu d'entrées en salle, en fait, c'est vrai qu'ils se retrouvent souvent en bas. Il faut de temps en temps les relancer. Alors bon, soit on profite, je ne sais pas, de certaines fêtes, des vacances, des week-ends, de certains moments. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez fragile. Voilà. Sur un autre domaine, il y a un nouvel accord cinéma qui vient d'être acté entre Canal+ et les représentants de la profession du cinéma français. Je crois qu'il reste à l'inscrire dans une nouvelle chronologie des médias, ce qui ne sera peut-être pas chose facile. Quel changement cet accord présage-t-il ? Est-ce qu'il va y avoir des modifications pour toi importantes liées à ces nouveaux accords ? Oui, alors nous, en termes d'accord, c'est-à-dire que la grande nouveauté, c'est que les obligations d'investissement dans le cinéma français du groupe, de manière générale, de Canal, ne sont plus calculées sur le chiffre d'affaires, mais ce sera une somme flat tous les ans. Donc, il a été acté 200 millions par an. C'est à peu près ce qu'on dépensait là cette année, mais du coup, là, l'avantage, c'est que c'est acquis, c'est sans présager d'un possible baisse du chiffre d'affaires, je ne sais pas s'il y a des désabonnements. Du coup, là, ce serait 170 millions pour Canal et 30 millions pour Ciné+. Et dans ce budget, par contre, alors je ne sais plus le pourcentage exact, je prends en cours de discussion, il y a une partie préachat et une partie achat. Donc, ça permet aussi de... c'est-à-dire que comme nous, on a des obligations, enfin, j'ai nous, le groupe, d'investissement dans le cinéma français, qu'on est obligé de suivre les quotas, on rachète quand même les films. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs vies, ils peuvent avoir la sortie salle, la VOD ou la vidéo encore physique, même si ça baisse, la première fenêtre, deuxième fenêtre, après il se repose, il va peut-être en herdien ou sur une notre chaîne TNT, et après on les rachète. Du coup, voilà, donc ça c'est la première modification. La deuxième, c'est qu'on a pu avoir un peu plus de diff, c'est-à-dire que, bon ça c'est plus technique, mais comme moi je travaille aussi sur la programmation, ça m'arrange, c'est-à-dire que sur Ciné+, jusqu'à présent on n'avait que 24 diffusions pour un film, là on va pouvoir passer à 32, ce qui va être plus confortable pour nous. Voilà. Alors, sur la chronologie des médias... C'est en discussion là. Voilà, je sais qu'apparemment Netflix est pas mal intervenu parce que c'est l'acteur le plus implanté. En fait, parmi les plateformes, c'est quand même l'acteur le plus implanté en France. Donc là, ils sont en train d'en discuter. L'enjeu pour vous, ça va être de ne pas être sur les mêmes fenêtres que les plateformes, évidemment. Hein. Oui, alors pour Canal, c'est un peu plus garanti. Mais pour Ciné+, moi... Et surtout, c'est vrai que Ciné+, par exemple, là, ce que peu de gens savaient, c'est que parfois, on se retrouvait sur les mêmes fenêtres qu'Arte. Parce que comme Arte n'a pas une convention franco-française, du coup, il pouvait être un petit peu avant les chaînes hertziennes. Du coup, des fois, on avait 3 mois en commun avec Arte. Donc là, oui, si on est à 15 mois, comme les plateformes aussi veulent être à 15 mois, oui, ça va un petit peu batailler pour qu'on puisse préserver une petite fenêtre avant la plateforme. Et après, il y a aussi les hertziennes qui, vu les montants qu'ils mettent, voudront certainement être avant les plateformes. Cette nouvelle donne, là, est-ce qu'elle peut... Enfin, cette nouvelle donne qui était initiée, mais qui s'est accélérée avec la période Covid. Hein. On voit bien que la place des plateformes, elle est différente 15 mois après le début de la crise sanitaire. Ouais. Est-ce que ça, quelque part, ça peut aussi participer pour votre groupe, pour Ciné+ en particulier, à, je dirais, être plus innovant, je dirais sortir de la zone de confort, si je peux me permettre. Enfin, ça oblige à quoi aujourd'hui pour une chaîne comme Ciné+? Ça oblige à essayer de beaucoup discuter entre nous de notre stratégie, parce qu'on ne sait pas trop ce que va devenir en fait le paysage audiovisuel même dans un an. Il y a HBO Max qui va se lancer, on parle il y a beaucoup de plateformes qui vont se lancer en France, en tout cas qui ont des projets sur 2022.
Du coup, ça va quand même changer la donne, parce que nous sommes des chaînes payantes, donc il faut qu'on attire toujours des abonnés. Enfin, on n'a pas tout à fait la même problématique que le service public, que France Télévisions, ou même que TF1 M6. Il y aura aussi la fusion de TF1 M6, si elle est validée. Du coup, oui, tout ça change. Après, nous, ce qu'on recherche, c'est essayer de rajeunir un peu nos abonnés. Donc oui, l'animation ado-adulte, elle rentre en ligne de compte. Après, c'est un long chemin en interne je vais pas dire l'éducation, mais oui, il faut déjà en parler, qu'on accepte d'en parler, qu'on sache de quoi on parle et qu'on essaie d'y aller. Donc déjà, depuis 2 ans, on a réussi à acheter un peu plus de films d'animation, acheter ou préacheter, animation ado-adulte qu'il y a 5 ans, donc c'est un progrès. Ensuite, on a des contraintes en interne où il faut passer les comités. Voilà. Donc il y a à la fois la volonté des gens de changer les choses et puis la direction qui est un peu plus lente, on va dire. Ce que tu te plaisais à souligner quand nous avons discuté avant cette conférence, et à juste titre, c'est que la question des droits que vous allez prendre et celle que les plateformes vont prendre est complètement différente. C'est peut-être bien de redire ça, c'est peut-être une évidence aujourd'hui. Mais... oui, alors pour les auteurs, alors je sais bien que les télés, on est un peu bouchés, on n'entend pas la nouveauté, on ne comprend rien, etc. Et qu'on n'a pas beaucoup d'argent par rapport aux plateformes. Par contre, c'est vrai qu'on achète des droits relativement courts. C'est-à-dire que ce soit en préachat, préachat première fenêtre, c'est 9 mois maintenant, préachat seconde fenêtre, c'est 5 mois. Nous, le groupe Canal, jusqu'à présent, on ne pouvait faire que du préachat, pas de la copro. Donc, en tout cas pour le cinéma, une discussion peut s'entamer avec le producteur, bien sûr, mais finalement, comme on n'a pas de part de copro comme les chaînes hertziennes, on ne va pas modifier la vision de l'auteur ou quoi que ce soit. On reste quand même dans une position d'investisseur, mais pas forcément de coproducteur. Là, par contre, avec les nouveaux accords, on va avoir des petites parts de copro, mais c'est encore en discussion, comme c'est nouveau pour nous, il faut qu'on voit comment ça se passe. Et ensuite, si on achète en fait les droits de diffusion d'un film en première ou deuxième après la sortie salle, c'est pareil, c'est 9 mois, 5 mois, et après ça peut être 6 mois ou 12 mois maximum. Et je crois que, par contre, à la jeunesse, quand ils préachètent des séries, je crois que c'est 2 ans, ça peut être jusqu'à 3 ans maximum, mais c'est pas du tout 5 ans ou 10 ans comme le font les plateformes. Donc c'est vrai qu'en termes de cinéma, ça permet que le film ait plusieurs vies. Voilà. Dernière question, Laure, avant qu'on passe la parole au public. Tu disais tout à l'heure, pour nous, ce qui est déterminant avant de faire un préachat, c'est de connaître le distributeur salle. Est-ce que, selon toi, dans l'avenir, la salle va avoir autant d'importance dans ce schéma-là, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une révision de cette vision-là? On parlait à un moment d'une sorte d'automaticité entre les recettes salles et l'audience télé. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Alors, oui et non. Alors, ça dépend des films. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les audiences de La La Land, elles n'ont pas été si mirifiques que ça, alors que c'est un film qui a eu des récompenses, qui est original, mais grand public, avec du casting, enfin vraiment, il coche plein de cases. Puis finalement, l'audience, il n'a pas si bien marché que ça. Le truc, c'est savoir de quoi on parle. Comme nous, on est encore dans peut-être c'est old school, mais on est dans une démarche film-cinéma, 10 sorties salle, 10 travail du distributeur pour le sortir en salle. Du coup, c'est pour ça qu'on accorde du crédit au choix du distributeur et à comment il va travailler le film. Pour nous, ça reste important. Après, si on se dit qu'un film, il n'a pas besoin d'être un film pour sortir en salle, ça change la donne et ça change aussi nos investissements. Et, parce que nous, Ciné Plus, on est des chaînes de cinéma. Voilà. Tout ça est en bouleversement, mais pour l'instant, nous, on accorde de l'importance à la salle. Merci, je crois que je suis à peu près dans le timing et il nous importait de vous entendre et peut-être que vous puissiez dialoguer avec nos invités. Il y a un micro qui va
qui va vous être présenté. Alors, le premier qui lève la main, il est très méritant. Hein. Il aura la reconnaissance de tout le monde. Le deuxième, un peu moins, ce sera des crescendo, comme ça. Qui voudrait intervenir ? Il y a un monsieur qui met son écharpe, il lève pas la main, donc c'est pas. J'y ai cru à un moment, mais c'est pas ça. Personne ? Non. Si. Voilà. Ici, on va vous passer un micro pour que les personnes qui nous suivent en ligne puissent vous entendre. Si vous voulez bien vous présenter. Prénom, comme ça, juste pour... Et savoir si vous êtes dans le secteur de l'animation, peut-être. Oui, je m'appelle Ninar. Oui, je suis technicienne de l'animation depuis un peu plus d'1 an. Et aussi un peu autrice. Et donc, c'était vraiment, déjà, merci pour cette table ronde, c'était vraiment un plaisir d'avoir une discussion ouverte autour de l'animation ado-adulte. Je trouve que ça fait un moment, qu'il fallait en parler. Mais ce que j'ai ressenti surtout en discutant pendant cette table ronde, c'est que il y a beaucoup le retour du web et des plateformes en ligne et tout. Et je me demande si c'est pas justement la direction sur laquelle miser en fait le plus sur le futur pour l'animation ado-adulte. Parce que la télévision, maintenant, moi personnellement, en tant que zoomer, comme on aime bien le dire dans le milieu, je consomme majoritairement mes médias sur ordinateur et je consomme beaucoup d'animation, mais je consomme surtout sur mon ordinateur, via Internet. Et si on s'intéresse justement à la tranche 18-25 ans, je pense que c'est vraiment la direction où il faut y aller. Parce que là, on a justement des initiatives de web-séries qui se font sur YouTube, des créatrices en animation qui tentent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Est-ce que c'est pas justement la direction sur laquelle miser et vraiment de leur faire confiance en fait? Avant que quelqu'un vous réponde, est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça? Oui. Je connais des gens qui sont prêts à payer. Instagram et TikTok sont gratuits pour l'instant. Merci pour votre question. Je me propose pour y répondre. J'ai l'impression que la réponse, elle se situe un peu chez tout le monde. On a besoin de tout le monde pour faire monter l'animation pour adultes. On est ravis d'avoir des plateformes aujourd'hui qui nous permettent de nous projeter sur des budgets ambitieux, qui commencent à être ambitieux. Et comme Laure l'a dit aussi tout à l'heure, on a aussi besoin des chaînes classiques françaises. Je pense que je suis un peu plus vieux que vous, mais moi aussi, je dis fièrement que je n'ai plus de télévision, j'ai juste un écran et je me branche à Internet pour regarder les contenus. Mais ça m'empêche pas de regarder des contenus de France Télévisions ou de Canal qui vont évoluer en plateforme de toute façon. Et en ce qui concerne la rémunération des auteurs, des royalties notamment, on en parlait un peu en off avant cette table ronde, ça reste aujourd'hui beaucoup plus intéressant pour un scénariste d'écrire une série ou un film qui va être diffusé en prime sur une chaîne hertzienne comparé à ce qu'il peut espérer toucher s'il écrit un film qui finit sur Netflix, sur les étagères virtuelles de Netflix pendant des années, qui va un petit peu disparaître. Donc ma réponse, ce serait qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui pour vraiment valoriser l'animation adulte et accorder des vraies cases. Parce que YouTube, il donne rien. Une vue sur YouTube, c'est rien du tout. Donc c'est comme TikTok, Insta, moi aussi, je suis dessus. Mais et puis pour moi, il y a aussi un vrai challenge politique en tant que terme de producteur. En fait, c'est que si tout l'argent va à Netflix, YouTube, c'est quand même que les Américains, quoi. En termes t'as quand même aussi une direction, une ligne éditoriale qui est mainstream. Et la diversité européenne, faut aussi la questionner. Il faut qu'on ait des acteurs européens, des producteurs, plateformes, des chaînes de télévision, y a l'Europe, Creative Europe, qui essaie de faire des diffuseurs en ligne européens. C'est hyper important, quoi. Faut pas être trop naïf. C'est-à-dire quand tu consommes, faut aussi te poser la question qui derrière, quoi. Facebook, Insta, c'est les. C'est ça aussi. Et je pense que c'est important d'avoir un contre-pouvoir. En France, on est leader là-dessus en culture au niveau de l'Europe. Et c'est aussi notre travail qu'il y ait des gens de talent qui tu vois, moi j'ai un exemple, j'ai fait que des écoles gratuites
qui ont été financés par l'Europe. J'ai commencé ma boîte parce que j'ai fait une formation qui s'appelle Animation sans frontières, qui est financée par l'Europe. Donc tout ça, les impôts. À un moment donné, moi, je me trouve en tant que productrice, il faut aussi que je redonne ça dans mon travail, dire mes artistes que... Enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même cette conscience politique pour moi à avoir en tant que productrice. Moi, en tant qu'auteur, tu ne te rends pas compte de la différence que ça fait pour moi quand je passe sur Canal+ et quand je passe sur Netflix. Et Netflix, il nous jette des pelures de cacahuètes au visage. Hein. C'est délirant. Il y a quelque chose qui a été très très mal négocié. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est grotesque. Moi, je vous rejoins un peu sur les formats et sur le web qui a permis à beaucoup de choses et beaucoup d'artistes et de créateurs et créatrices de naître, que ce soit sur YouTube ou sur des formats courts. Nous, on est ravis d'avoir, on en parlait, de les cassos sur YouTube. Je suis malgré tout de plus en plus critique vis-à-vis de YouTube qui serre la vis comme toutes les plateformes américaines parce qu'aux États-Unis, montrer un téton, c'est un crime. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas cette culture-là en Europe. Je veux pas mettre des tétons, évidemment, dans tous les projets, dans toutes les séries, mais on n'a pas les mêmes standards et on se rend compte qu'en termes de censure, c'est pas tout à fait les mêmes règles. On n'a pas du tout la main. De la même façon. Je me permets juste de rebondir, téton. Je pense qu'il y a une carte à jouer pour les chaînes comme Ciné+, c'est que les chaînes de streaming sont pudibondes car américaines et je pense que vous pouvez passer... Enfin, leur système de... Oui, pardon, je t'écoute. Non, mais on est quand même contraint par le CSA au niveau du sexe et de la violence. Ce qui est normal, c'est-à-dire qu'on a quand même des interdictions. Un film qui sort moins de 12, c'est arrivé que le CSA nous retoque pour le passer en moins de 16. Et moins de 16, ça veut dire qu'il peut passer après 20h30. Et pour les chaînes gratuites, qu'après 22h30. Donc il faut quand même faire... Je préfère avoir un CSA en face de moi avec qui discuter et qui va poser des critères clairs et être assez, avoir une vision d'éducation, de protection des jeunes publics, ces choses comme ça, plutôt que d'avoir encore une fois une plateforme américaine qui va poser des conditions qui sont seulement en vue d'optimiser le business, de standardiser tous les contenus pour toucher les publics les plus larges possibles. Donc je préfère avoir un CSA avec qui discuter. Ouais, et pardon, désolé, parce que c'est quand même un gros sujet, les plateformes. Moi, j'ai un clip qui a fait 60 millions de vues sur YouTube. Zéro, hein. On m'a rien redistribué. Et quid du François, web nippon, justement pour... Tu peux te présenter, François? Oui, François, je travaille dans un site de dessin animé aussi à Angoulême, à Superprod. Quid du web nippon, justement, pour Poupidou, ce genre de projet, hein, parce que là, c'est différent. Enfin, je sais qu'au niveau des codes d'éthique, hein, au Japon, ça n'a rien à voir. Ils sont aussi très consommateurs d'animation adulte aussi, hein, donc... En termes de diffuseurs, de chaînes historiques japonaises, par exemple, ce serait une solution de diffusion, c'est ça? Non, sur le web directement. Sur le web. Ouais. Aujourd'hui, pour être honnête, on est un petit peu loin du Japon et de ces diffuseurs-là. Nous, aujourd'hui, on essaye de les attirer un petit peu sur notre site. On le double, on essaie de le sous-titrer. Mais aujourd'hui, on est un petit peu limité pour aller capter ces acteurs-là, s'implanter là-bas. C'est un vrai boulot, je pense. Et c'est pas évident quand on est sur des développements et des productions de nos projets actuels, faire vivre, offrir justement des secondes vies à des projets qui existent déjà, à des saisons qui existent déjà, c'est beaucoup de temps, donc on est content d'avoir un diffuseur de base qui nous accompagne au début, quoi. En un mot, est-ce qu'il y a des distributeurs spécialisés sur l'animation ado-adulte? Des distributeurs J'en connais pas, cinéma ou télé, enfin, parce que c'est un marché particulier, on a bien compris. Si, Adult Swim est positionné là-dessus aujourd'hui. En salle aussi, il me semble qu'il y en a un. Il y a Eurozo. Ouais, plutôt japonais. Ouais. Il y a plutôt japonais. Animation française. Il y en a peu, justement. Il y a du mal à définir. Pardon, je t'ai interrompu. Oui, juste sur le Japon, nous, quand on faisait la semaine, on était
persuadés de faire un manga. Et donc on était sûr qu'à un moment, enfin même très vite, les Japonais viendraient nous voir, nous diraient ah ben bravo, venez chez nous. Et en fait, ils ont vu Last Man et c'est pas du tout un manga. Ils nous ont expliqué que en fait, c'était pas compréhensible pour eux ce qu'on avait fait. Ça rentrait dans et le manga en fait c'est hyper codifié. J'ai compris ça après. On se rend pas compte quand on est spectateur, mais pour eux, voilà, Last Man ça rentre dans aucune case. C'est absolument indiffusable au Japon. Alors, on va permettre à Charlotte de nous quitter parce qu'elle a un train à prendre. Et il ne faut pas rater son train, jamais. Merci infiniment, Charlotte, et bonne suite à Sun Creature. Je pense qu'on aurait le temps d'une dernière question, si il y en a une qui surgit dans la salle. Au premier rang. Merci. Oui, alors, du coup, ça concernait aussi un peu Charlotte, j'imagine. On est à Angoulême aussi, en Nouvelle-Aquitaine, il y a Bordeaux à côté. Et sur ce genre de projet, on a, entre guillemets, nous, on s'y confronte à Disnos. On a une centralisation des talents sur ces types de projets qui est plutôt sur Paris. Et on a aussi un style d'animation qui est très soit comédie, soit action-aventure. Mais quel avenir vous voyez pour peut-être, ou des remarques en tout cas, pour une production peut-être plus étendue? Est-ce que finalement ces projets-là, comme ils sont de niche, sont par essence parisiens? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'élargir un peu? Charlotte semblait développer un modèle qui prouve que c'est pas uniquement parisien. Ouais, j'ai l'impression que ça ne crée... Avec le crédit d'impôt, oui. Je transmets les propos de Charlotte. Et oui, des modes de production aujourd'hui permettent de produire à distance, en local, en région justement, et au contraire, non, le but c'est pas de se cantonner à Paris. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est le plus pratique parce que c'est le plus pratique pour rassembler des talents, mais je parle pour notre studio. Heureusement qu'on a des régions pour nous aider à se cofinancer, à compenser aussi l'apport, le relatif faible apport des diffuseurs. Tu le citais en préambule, les pourcentages dans nos budgets qui sont portés par les diffuseurs sont pas énormes comparés au live. Il s'agissait du long métrage, mais tout de même. Du long métrage de cinéma, mais sur notre projet de long métrage cinéma, on a fait appel à l'ALCA, à la région, et on est ravis de pouvoir compter sur eux pour nous aider à nous accompagner dans le développement, pour aller chercher les chaînes derrière. Donc non, il y a une logique vraiment d'implantation, de sortir de Paris, évidemment. Je pense que c'était bien de finir sur cette note-là. Nous sommes à Angoulême, nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, et effectivement, le rôle des régions est devenu primordial. Et ça va, je pense, offrir une transition toute faite à Ingrid pour la suite de cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette transition rêvée. Donc, je m'appelle Ingrid Florin-Muller, je viens en charge du fonds de soutien à l'animation au sein d'ALCA. La région Nouvelle-Aquitaine a confié à ALCA notamment l'accompagnement des porteurs de projets pour le fonds de soutien, ainsi que l'organisation de l'instruction et de l'expertise des dossiers qui sont déposés au fonds de soutien. Donc, je voulais vous en dire 2 mots, et puis ensuite j'inviterai Nathan Otagno à venir nous rejoindre. Donc, sur le fonds de soutien, nous avons un partenariat entre la région Nouvelle-Aquitaine et 6 des 12 départements que compose la région, et notamment sur l'animation La Charente avec l'accompagnement du Pôle Image Magélis. Nous avons des aides à l'écriture, au développement et à la production. À l'écriture envers du coup les auteurs en direct et les producteurs, et puis sur le développement et la production envers les producteurs. Ces soutiens peuvent couvrir différents types de projets, qu'il s'agisse de courts-métrages, de longs-métrages, de séries, d'unitaires. Alors, on a évoqué Mars Express notamment aujourd'hui, donc un projet qui a été accompagné aussi et soutenu dans le cadre de ce fonds de soutien pour les travaux, notamment dans le studio Borderline. On a évoqué Nymphopolis aussi, qui a été aidé avec les travaux chez Sapin Sympa à Angoulême. On a évoqué Jim Queen aussi, un long métrage qui est un auteur du Pays Basque, qui a été accompagné dans le cadre de ce fonds de soutien notamment. Et puis il y en a beaucoup d'autres sur différentes typologies de projets, envers différents publics.
Et notamment dans la case adolescent, adulte, on pourrait évoquer la série Open Bar, produite par les films du Poisson Rouge, réalisée par Frédéric Chailloux. On pourrait évoquer peut-être Flipper aussi, qui va sortir mi-janvier. Libre, coproduit notamment par 2 minutes, et aussi porté par 2 auteurs du territoire, que sont Ovidie et Jocelyn Ronce. Voilà. Donc beaucoup de projets qui peuvent du coup toucher différents publics. Pour rappeler un petit peu les objectifs du fonds de soutien, on est sur un objectif de soutien de la création, bien sûr, d'accompagnement de l'émergence des talents et des auteurs, et aussi sur le développement et la consolidation du tissu professionnel. Donc, voilà. Donc, sans transition, est-ce que tout a été clair? Je ne sais pas. Oui. Donc, au niveau d'Alka, il s'agit d'organiser l'expertise sur la lecture des dossiers qui sont déposés, donc de réunir des professionnels qui vont lire les dossiers et puis rencontrer les porteurs de projets, des professionnels qui peuvent recouvrir différents champs de corps de métier, qu'il s'agisse de scénaristes, qu'il s'agisse de réalisateurs, qu'il s'agisse de producteurs ou autres. Et nous avons du coup 3 sessions par an. La prochaine date limite de dépôt sera au 10 janvier. Et 2 comités en animation, notamment l'un sur l'audiovisuel et l'autre sur le cinéma. Alors, je voulais du coup inviter aussi Nathan à nous rejoindre. Peut-être on pourrait regarder la bande démo du coup de Figure Bleue, un projet qui a été du coup soutenu dans le cadre du fonds de soutien à l'écriture et au développement. Et puis on va échanger avec lui sur ce projet. Nathan, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de Disnosc? Vous êtes basé dans les Pyrénées-Atlantiques. Yes, merci pour l'opportunité d'avoir pu montrer ce trailer et de présenter la société en région et à Angoulême. Donc moi, je m'appelle Nathan Otagno. J'ai fait Gobelin. Je suis sorti en 2017 avec un film de genre qui s'appelle Quand j'ai un passé Camille, qui mélange horreur et drame. Et sortant de l'école, j'ai fait pas mal d'animations 2D, notamment chez Charlotte sur Flea, qui était un merveilleux projet, pas mal à la cachette aussi, un peu à Polyvary en storyboard, voilà, en essayant d'être assez polyvalent sur les boulots. Et en parallèle à ce métier de technicien, j'ai pas voulu lâcher mon envie d'être auteur, et j'ai commencé à développer Figure Bleue, qui était un projet, comme on sait, difficile à vendre. Et au-delà de ça, l'envie de retourner pas loin de là où mon père a grandi, où moi j'ai passé beaucoup de temps en famille, à Biarritz, avec un trailer qu'on a du coup produit à Anglette, avec un peu de télétravail, un peu de sur place. Partant de ça, on est aussi entré en contact avec Ingrid pour des dépôts en Nouvelle-Aquitaine, et on était un peu dans une crise notamment de format et de longueur et de public et de style, et on n'avait pas l'espace financier pour développer tout ça. On a eu la chance du coup d'être soutenu dans une région qui est minoritaire en animation, en tout cas, enfin région Pyrénées-Atlantiques, département, voilà. Et du coup, d'avoir, grâce à ce soutien au-delà même du projet, on pourra revenir en détail sur les deux, parce que j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette production, où mon père qui est dans la salle où on gère la boîte Disnosc, et ma casquette d'auteur qui est finalement
préexistante à cette société et qui n'est pas le fondamental de ce pourquoi on a créé la boîte. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler de Figure Bleue? De quoi ça parle? Donc Figure Bleue, c'est une série de courts biopics. Chaque épisode est un diptyque. Une partie se passe à Paris aujourd'hui. On suit la fiction de deux personnages. Elliot, qui est un disquaire d'origine afro-américaine qui a ouvert une boutique de jazz à Paris dans les années 60-70. Et Inès, qui est une jeune étudiante en crise existentielle, qui fait des études de commerce et qui cherche un peu sa place dans le monde. Là où Elliot est bloqué dans son passé, Inès cherche son avenir. L'idée de cette série étant de contextualiser l'histoire du jazz à travers un thème par épisode qui trouve son écho dans une fiction à Paris aujourd'hui, pour avoir un peu de contexte moderne et justement élargir un public pour finalement des films biographiques qui auraient pu être un peu de niche. En termes de visuel, c'est un engagement qu'on essaie de porter. On essaie de sortir un peu des clichés habituels qu'on peut avoir en animation pour proposer une image qui va être graphique, illustrative, loin de la ligne claire habituelle qu'on a en anime et qui se rapproche donc plus de tout ce qui va être illustration, peinture, héritage académique, culturel qu'on peut avoir en Europe et aux États-Unis. Et afin aussi du coup de toucher un public adulte. Qui ne soit pas comédie à l'américaine, Simpson ou Rick et Morty ou quoi, ni non plus du film comique où on essaie vraiment d'aller sur du drame social. Donc un peu de politique dedans, exactement, mais surtout du philosophique et du social, je pense, plutôt qu'un engagement pur et simple Mais bon, on a du politique dans tout ça. Du coup, un premier projet à destination d'une cible adolescente et adulte, c'est difficile. Oui, alors on se confronte à ce qu'on a entendu tout à l'heure, et en plus nous, on manque énormément d'expérience là-dedans. On se lance, encore une fois, on cherche à être fabricant avant tout avec cette expertise d'animation 2D. Donc ça nous a permis, au niveau de la société, à aussi montrer notre savoir-faire, décrocher nos premiers projets. Mais sur la vente, c'est pas l'essence de nos métiers. On essaye autant que possible de se dire que c'est un travail d'équipe, de trouver un coproducteur, un diffuseur. On n'a pas cette vocation à la vente, mais on se confronte à ces problématiques de format, de distributeurs, de diffuseurs, de cibles. Et pour le coup, en effet, on a plein de gens qui nous disent, alors les gens sont gentils, ils nous disent, on aimerait vraiment voir votre série, mais des producteurs, des artistes sont très enthousiasmés par ce projet. C'est un type de projet qu'on voit pas souvent finalement, même en adulte. Et en même temps, c'est tellement déjà long et un gros projet qui est beaucoup trop ambitieux pour ce qui existe. Et puis, c'est aussi un projet qui est inhabituel et donc difficile à typer, à expliquer, à trouver quel public peut bien s'intéresser à ça. Alors nous, on a nos pistes, entre guillemets, de s'approcher plus de cases de fiction finalement, parce que on se rapproche plus de ce type de mise en scène-là. Alors moi, c'est l'inverse de Laurent. Moi, je suis plutôt amoureux du cinéma à la base et il se trouvait que je dessinais, je me suis mis à aimer l'animation, mais moi, je me dis... L'intérêt quand même qu'on a aujourd'hui avec l'animation, c'est déjà on a des outils merveilleux qui sont arrivés, qui permettent de simplifier le processus, et on a aussi le graphisme, et le graphisme en prise de vue réelle n'est pas forcément là, ou alors on est dans du VFX, on peut toujours pousser la cinématographie, mais voilà, on a cette envie de graphisme, et pourquoi ne pas pouvoir mettre en scène graphiquement des choses qui finalement sont de l'ordre du drame assez simple ou interpersonnel qui est habituel à la prise de vue, donc avec une audience de prise de vue. Mais on s'est retrouvé sur cette case qui est un peu inhabituelle. Et du coup, l'accompagnement d'Alka et l'aide de la région, ça a permis de débloquer des choses au niveau des avancées du projet? Parce que vous avez quand même réussi à du coup convaincre le comité d'experts. Ce sont des aides sélectives, tout le monde ne passe pas. C'était déjà quelque chose peut-être qui a fait du bien. Clairement. Je pense qu'on aurait été au point mort en termes de... Comme on n'est pas sur un high concept, on aurait été au point mort en termes d'écriture. On n'aurait pas pu plus financer, plus travailler dessus. Et le fait que le soutien soit purement, en tout cas pour nous, de notre point de vue, qu'il y ait une résonance artistique et que c'est pour ça
qu'on a pu avancer. Sans ça, le projet n'aurait pas pu continuer. Et nous, on croit au fait qu'en montrant une qualité d'écriture, de mise en scène, une qualité graphique, au-delà même de travailler le concept autant qu'on peut en récoltant du feedback, on pense que c'est cette qualité-là qui va faire aussi, cette qualité du drame, qui va faire qu'on va pouvoir convaincre comme un projet qui finalement a une forme de valeur au-delà de son concept, quoi. Et donc du coup, cet accompagnement sur la longueur, de l'écriture au développement, et puis on espère pour la suite, a été clairement indispensable. Et on n'a pas eu autant de résonance au CNC, maintenant là, c'est encore plus sélectif, j'imagine. Vous avez une aide au FIA ? On a eu l'aide au concept, et puis après, jusqu'au développement, on s'est fait retoquer par le même jury. Mais c'est normal, enfin, j'imagine que c'est normal, c'est pas facile. Dans tous les cas, l'implantation régionale au-delà même du projet est importante pour nous, et être soutenu à ce niveau-là, en tant qu'auteur, moi personnellement, et en tant que société aussi, c'était primordial. Sur des projets, encore une fois, vraiment tellement difficiles à développer, que si on n'a pas un peu de soutien, un peu d'énergie, jamais ils verront le jour. Et c'est là où, quand on parlait d'exception culturelle, c'est là où pour nous c'est hyper important, quoi, et qu'il faut pas lâcher, au moins dans la masse des projets, les choses qui peuvent être un peu originales et difficiles à porter, quoi. Très bien. Et quelle est l'actualité du coup chez Disnos, sur quoi vous travaillez ? Du coup, sortant de Figure Bleue, on a montré qu'on pouvait fabriquer en 2D côté Biarritz, Anglet, Bayonne, quoi, Pays Basque. On a pu décrocher 2 prestations depuis cet été. On fait, alors tout est sous NDA, donc je vais pas donner les projets, mais on a une équipe de storyboarders qui bosse pour un long métrage américain, un gros long de films et plateformes. Et on a une équipe d'animateurs 2D qui fait toute la fabrication d'animation 2D pour un jeu vidéo d'une grosse boîte française, pareil. Pour ce qui est de Disnos, que du coup, nous, notre enjeu, c'est vraiment de proposer une fabrication d'animation 2D en Nouvelle-Aquitaine, au Pays Basque, à la fois pour avoir notre qualité de vie et puis proposer un autre environnement que Paris ou Angoulême, mais ça, toutes les régions se valent. Mais aussi au niveau de la fabrication, on essaye de proposer une équipe qui va se concentrer sur ces métiers-là du dessin et de la 2D. Donc vraiment storyboard, layout, animation 2D, et de faire monter en compétence les gens, de l'assistanat à l'animation clé, pour arriver à fidéliser une équipe et être un partenaire de choix, avec un processus de fabrication 2D très spécifique, image par image, plutôt réaliste, afin de pouvoir coproduire et fabriquer en région sur ce créneau-là, plutôt que de s'éparpiller sur différentes techniques. C'est en ce sens-là qu'on se positionne en fabricant avant tout. Ensuite, en termes de ligne éditoriale sur les projets disons en développement, donc dont Figure Bleue, c'est des projets qui préexistent à la société, qu'on porte parce qu'on les a et que ça nous aide aussi à fabriquer. Maintenant, on a cette envie de continuer, puisqu'on a justement la région avec nous, en tout cas pour le moment, à pouvoir porter cette idée d'animation dramatique, philosophique, politique, pas forcément du coup ni poétique, ni disons graphique, je sais pas comment dire, mais plus vers une imagerie qu'on retrouve chez ce que consomment les adultes, même au cinéma, même sur Netflix, cette idée d'être entre la prise de vue et l'illustration qu'on va voir dans d'autres médias adultes, en tout cas. Très bien, merci. Merci Ingrid. Je profite de ce petit temps de parole aussi pour vous inviter à noter 2 dates dans vos agendas. Dans le cadre du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, fin janvier, nous organisons une étude de cas sur Voro. C'est une série coproduite par les films du Poisson Rouge, une adaptation de bande dessinée à l'écran. Donc il y aura une étude de cas avec l'auteur, les agents de droit, éditeurs et la productrice pour pouvoir échanger sur les particularités de cette adaptation, de l'adaptation internationale. Et une autre date à noter, c'est un petit peu reculé, mais le 2 février, à mon niveau de connaissance, doit sortir Les voisins de mes voisins sont mes voisins, un long métrage coproduit par Midralgar qui se situe à Bordeaux. Donc on leur souhaite bonne chance aussi dans ce lancement. Voilà. Merci à vous.